aussi, je vous remercie parce que je pense que c'était très bien qu'on puisse se rencontrer pour faire cette interface entre le milieu hospitalier et je dis nous parce que moi j'appartiens quand même encore à ce milieu libéral, et nous les libéraux, où nous avons tous des contraintes différentes et il faut qu'on les comprenne respectivement, nos contraintes, pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais que vu la pénurie et la difficulté d'accès autant à l'hôpital qu'à nos structures libérales, il faut absolument qu'on travaille ensemble et qu'on trouve les bons moyens et les bons outils pour que ça prenne du temps, pas trop de temps, à vous tous, à nous aussi, mais qu'on arrive au mieux, avec les outils que nous avons, à cerner les problématiques de nos patients. Et ce n'est pas facile, parce que vous allez très vite le comprendre, à la PCO, nous ne voyons pas tous les patients que vous envoyez. Donc on a besoin de vous aussi pour le retour patient, c'est-à-dire que quand on a traité le dossier du patient, eh bien, vous êtes la seule personne qui va réellement accompagner ce patient tout le long du parcours. Donc on a besoin les uns des autres. Et il fallait qu'on se rencontre, parce que moi j'en ai un peu marre de discuter par mail, par prospectus, par je ne sais quoi là. Voilà, donc déjà maintenant j'ai un téléphone sur la PCO où on peut se joindre. Je pense qu'il fallait reprendre des outils de communication rapides, simples et non chronophages. Voilà, donc merci de nous accueillir ce soir. On est une équipe pluridisciplinaire, on n'est pas toutes là. L'idée ici, c'est d'avoir les deux coordinatrices fondatrices de cette PCO. Parce que moi, je suis arrivée, tout était prêt, j'ai plus qu'à m'asseoir dans le fauteuil. Mais elles ont tout fait, elles sont psychologues et coordinatrices. C'est un travail phénoménal qui a 2 ans d'existence maintenant, sous l'égide du service du professeur Bagdali, qui ne sera pas là ce soir et qui s'en excuse. Mais bon, voilà, on va essayer de répondre à vos questions. Vous allez avoir une présentation et puis pour tout le reste, tout sera pratique. Dans la salle, les médecins levaient le doigt. Mais plus fort, que je vous vois bien, moi. 1, 2, 3, 4, 5 médecins. Éducation nationale. 3 contre 5. PMI. 2. Parents. 2. Il y en a que je ne cible pas, du coup, là. Médico-social. Voilà, médico-social. Paramédicaux, du coup. Ouais. Psychomote, ergo, orthophoniste. Voilà. Et y a-t-il des professions qu'on n'a pas, entre guillemets, ciblées? Infirmière, voilà. Peut-être infirmière sur la CPTS, non. Pas d'IPA sur votre... Il y a une IPA. Ouais, voilà. Et éducatrice de jeunes enfants. On n'a oublié aucune profession. En plus, je la connais bien, mais bon. Le médecin qui arrive en retard, qui fait le 6e médecin, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, donc, bon, pour moi, c'est bien, c'est de savoir comment on va pouvoir adapter les réponses. Peut-être ça sera plus Florine ou Céline qui répondront. Si c'est très médical, on va se partager les réponses et essayer de vous répondre au mieux. Donc, je crois que vous allez présenter. Mais je ne sais pas comment vous allez faire là. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'on se pousse pour que... Non, l'image va passer là, à travers. Comme ça. Ouais. Du coup, on va vous présenter le dispositif, globalement à qui ça s'adresse, comment est-ce que vous pouvez nous interpeller et le parcours patient, comment ça se met en place et comment ça fonctionne. Après, on n'a pas forcément prévu de diapositive pour rentrer dans le détail des troubles du neurodéveloppement, mais avec Céline, on est toutes les deux psychologues en pédopsychiatrie au CHU de Montpellier, donc on peut aussi peut-être à la suite répondre à vos questions si vous avez des interrogations concernant plus spécifiquement le repérage des différents troubles du neurodéveloppement. Du coup, c'est un peu... Alors, les PCO, c'est une commande nationale et il y en a une dans chaque département qui a été déployée alors en fonction. D'accord. Alors, la PCO, c'est une plateforme de coordination et d'orientation pour les troubles du neurodéveloppement. Et donc, les plateformes, elles ont été demandées sur le plan national
pour aider au repérage précoce des enfants qui ont des suspicions de troubles du neurodéveloppement et pour pouvoir répondre aux premières inquiétudes, que ce soit des parents ou des médecins et professionnels qui reçoivent les enfants. Donc on est vraiment là pour être au tout début du repérage et de répondre à l'inquiétude. C'est pour les enfants, pour la PCO de l'Hérault, pour l'instant c'est les moins de 7 ans. Au niveau national, a été déployé aussi maintenant les PCO jusqu'à 12 ans. Mais pour l'instant, sur l'Hérault, comme il y avait Occitadis qui était présent, on n'a pas eu encore l'appel à projet pour étendre jusqu'à 12 ans. Donc ça reste pour des enfants de 0 à 7 ans, pour lesquels il y a une suspicion de troubles du neurodéveloppement. Donc on va entrer par la suite dans le détail de qu'est-ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Et comme on est sur les premières inquiétudes, il ne faut pas que les familles aient déjà une notification MDPH, il ne faut pas qu'ils soient déjà dans un parcours CAMS, repéré, il ne faut pas qu'ils soient déjà dans un service de pédopsychiatrie. On est vraiment sur, on s'inquiète, qu'est-ce qu'on fait, quel est le meilleur parcours et est-ce qu'on peut commencer à accompagner et commencer à évaluer pour savoir justement vers quelle orientation sera le plus adaptée pour ces enfants. Donc on est vraiment sur les premières inquiétudes. Et l'idée, c'est que nous, on va pouvoir donc venir en appui aux médecins et à la famille qui s'inquiètent du développement de l'enfant pour essayer de repérer est-ce qu'il y a effectivement des signes d'alerte qui peuvent faire penser à une hypothèse peut-être d'un trouble du neurodéveloppement, mais peut-être qu'au début, on est juste sur un décalage. Peut-être qu'on va juste surveiller pendant un certain temps. Et puis après, peut-être on va dire, ben, oui, c'est vrai, on peut penser à de l'autisme, on peut penser à un TDAH, on peut penser à un trouble du langage oral. Voilà, on va être vraiment sur les aspects au début de est-ce qu'il y a vraiment des signes d'alerte? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut intervenir? Et l'avantage en passant par la plateforme, c'est qu'on va pouvoir financer des bilans en libéral. Donc des bilans auprès d'ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues pour démarrer les investigations sur les signes d'alerte et les interventions s'il y a besoin d'intervention par la suite. Donc pendant 1 an, renouvelable 1 année, on va pouvoir financer des soins en libéral avec des professionnels libéraux avec lesquels on a conventionné. Donc conventionné, ça veut dire qu'on a fait un contact, qu'on s'assure que les professionnels suivent les recommandations de la Haute Autorité de Santé, connaissent les troubles du neurodéveloppement. On fait aussi un appui technique à ces professionnels. Et du coup, on va pouvoir déployer des forfaits précoces qui sont financés par la CPAM, mais c'est nous qui finançons directement, enfin ça passe par le CHU de Montpellier, on va directement reverser aux libéraux les financements. Pour l'instant, ce n'est pas encore direct. Voilà. Et puis, on va aussi être en appui à la coordination, donc on peut nous solliciter pour réfléchir à l'orientation des patients et avoir un temps d'échange avec les professionnels qui s'interrogent. Pas de questionnement sur ça? Si, moi j'ai 2 questions. Quand on est proche du Gard, est-ce qu'il y a la même chose sur le Gard? Oui, alors il y a la PCO du Gard qui a tardé un petit peu, mais qui a démarré depuis septembre. Donc c'est possible d'adresser. Donc en fait, nous, on va être centré sur les enfants qui sont domiciliés dans l'Hérault, parce que c'est la CPAM de l'Hérault qui va nous permettre de financer. Mais par contre, on peut avoir des professionnels libéraux qui sont limitrophes. Donc nous, on peut conventionner avec des libéraux qui sont dans le Gard, par exemple, mais par contre, les enfants qui bénéficient de la PCO du 34 doivent être domiciliés dans l'Hérault. Mais si vos patients sont du Gard, voilà, vous pouvez les orienter vers la PCO du Gard. Du Gard. C'est la même plateforme, c'est le même... Oui. Ouais, tout à fait. Et ensuite, pour les professionnels conventionnés, il y en a suffisamment sur le Lunélois ou... Alors c'est là que c'est un peu plus... C'était tout de suite la question. Ok. Combien il y en a qui ne sont pas conventionnés, là, d'ergo, psychomote? Ben, il y en aura ce soir 2 de plus. Non, tu n'as pas la réponse. On a 2 psychomotes
Une aile. Une aile. On a une psycho qui est pas très loin de ce bassin et Psycho-ergo Amoglio. et ergo. Psycho oui, Amoglio. après Amoglio. Il y en a 2. Ici, 3. Un petit peu plus loin, c'est les déplacements sont. Et non, c'est ça, ils ne sont pas encore financés. C'est les discussions avec. Sur leur famille ou. Ouais, Non. c'est ça. Donc, pour ce qui concerne la plateforme, ça va être les différentes suspicions de troubles du neurodéveloppement. Donc, du coup, les troubles du neurodéveloppement, ça comprend à la fois l'autisme, ça comprend le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, sachant qu'avant 7 ans, effectivement, ça va être des signes, plutôt une hyperactivité motrice, des difficultés de concentration, un enfant qui n'arrive pas à rester assis ou participer au regroupement. Donc on va vraiment être sur des signes d'alerte, hein, pas encore sur un trouble déficitaire de l'attention, puisqu'il faut attendre 6 ans pour pouvoir poser le diagnostic. Ça va être tous les troubles de la communication, des difficultés à entrer en communication avec les autres. Ça va faire partie aussi des troubles spécifiques des apprentissages. Alors là, ça va être un peu plus quand ça va aller jusqu'aux 12 ans, parce que les troubles des apprentissages avant 7 ans, c'est difficile de les repérer. Et puis, il va aussi y avoir le trouble développemental de l'intelligence, donc des enfants qui ont des déficiences qu'on va pouvoir faire bénéficier en tout cas du dispositif de la plateforme, et puis tous les troubles moteurs qui vont peut-être entraîner un trouble développemental des coordinations. Donc c'est un décalage dans un de ces domaines, ça peut faire partie de la plateforme. Et puis des fois c'est un petit peu frontalier avec des troubles qui vont finalement être des troubles génétiques ou d'autres troubles neurologiques. Mais si on n'a pas encore de diagnostic et qu'on a juste observé une manifestation ou un décalage, et on peut adresser à la plateforme. Alors, moi, je mets un bémol à ça. Surtout pour les médecins qui sont là. C'est pas toujours facile. Un trouble du neurodéveloppement, c'est aussi pas une pathologie neurologique, hein, à la base. On peut avoir une pathologie neurologique et un trouble du neurodéveloppement, mais la difficulté, on n'est pas là non plus pour recevoir un enfant qui a une hémiparésie ou qui fait de l'épilepsie ou qui a des difficultés motrices qui appartiennent au champ de la neurologie. Nous, on est dans le trouble du neurodéveloppement. Alors effectivement, ça va nous arriver que l'adressage, ce soit un adressage pour un décalage en langage et on va tomber sur une maladie plus compliquée, génétique ou neurologique. Bon, c'est là où c'est très compliqué d'éliminer tout ce qui est somatique. C'est pour ça qu'on en avait parlé quand on a fait une entrevue pour savoir ce qu'on va avoir besoin, que vous nous dédouaniez un minimum. On ne peut pas et on ne veut pas recevoir ce qui pourrait être adressé plutôt à un neurologue. Il y a une grande confusion à l'éducation nationale et pour les parents aussi. Nous, on n'est pas des neuropédiatres. Pas ça la neuropédiatrie. La neuropédiatrie, c'est quand même quelque chose qui est destiné à la neurologie. Effectivement, ça dérive un peu maintenant parce qu'il y a une grande... le trouble du neurodéveloppement attire beaucoup de monde. Il y a beaucoup de neuropédiatres qui font de la neuropédiatrie. Il y a de moins en moins parce que maintenant ils sont débordés. C'est plutôt la pédopsychiatrie qui accueille ces maladies-là. On est sur une frontière entre de la neuropédiatrie, de la pédopsychiatrie. Et puis, s'il n'y a rien de tout ça de façon très franche, ça peut être un trouble. Un trouble, il n'y a pas dessous une pathologie, il n'y a pas une pathologie neurologique, une hydrocéphalie ou une maladie génétique. Et c'est ça le danger, hein, parce qu'on a affaire à des tout petits. Donc c'est aussi là les troubles de l'attention. Il faut se méfier aussi. Hein. On a des enfants qui ont des hyperthyroïdies, qui ont des pathologies, ils n'ont pas tous un trouble déficitaire de l'attention. Il y a des adressages qu'il faut réfléchir avant. Hein. Est-ce que c'est qu'un trouble? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui m'inquiète autrement? Et alors vous allez me dire comment je fais? Je l'envoie chez le neurologue avant de vous l'envoyer. Vous ne pourrez pas parce que le neurologue, il n'y en a plus. C'est ce que vous allez me répondre, ou très peu. Donc beaucoup de nos confrères, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, nous envoient un peu tout.
Et c'est là où la difficulté risque d'augmenter pour nous, parce que nous ne sommes pas des neuropédiatres. Nous n'avons pas des moyens de faire des IRM, nous n'avons pas de moyens de faire des électroencéphalogrammes, on n'a pas l'outillage du neuropédiatre. Ouais, ça, il faut être bien clair avec ça. Les situations qui vous semblent loucher un peu en neurologie, il faut être prudent pour nous, parce qu'en plus on ne les voit pas les enfants. Il faut savoir qu'on n'a pas le visuel somatique de la chose. Vous les rencontrez pas? Alors, on ne les rencontre pas, parce que je crois qu'on a 40 dossiers par semaine. Oui. Et ce sont des situations très complexes. Ça part du social, c'est souvent un mini-mélo de plein de choses. On rencontre des situations qu'on identifie comme étant complexes, soit à l'adressage, soit quand il a été vu par un professionnel qui trouve qu'il se passe quelque chose qui est bizarre. À la demande en tout cas, quand on va rencontrer l'enfant, on appelle le médecin qui suit l'enfant, lui dit écoutez, là, il y a quelque chose, on n'y arrive pas, est-ce que vous seriez d'accord qu'on le voit? Parce que nous, on est inquiet de ça. Si le médecin ne nous donne pas la réponse, eh ben, on se dit qu'il faut qu'on le voit. Parce qu'on ne va pas mettre en psychomotricité une enfant qui a une hémiparésie pendant 1 an, quand même. Parce que ça peut arriver. Après, on peut solliciter aussi le CAMS, on a le service de neuropédiatrie. Enfin voilà, si au moment de la lecture du dossier, on a des éléments qui nous inquiètent, on peut demander des consultations spécialisées, adressées. On n'a pas la même facile sur la neuropédiatrie non plus. C'est pas parce qu'on est à l'hôpital qu'on va décrocher le téléphone, appeler les neurologues, leur dire oui, ok, on vous les prend tout de suite. Et puis pour répondre à votre question, pourquoi on ne les voit pas tous? Parce qu'on est départemental. Donc il faut aussi qu'on soit juste avec tous les enfants de tout le département. Et que aussi on a une file active en 2 ans qui permettrait absolument pas, au vu de l'effectif non plus, de la PCO, qu'on puisse tous les voir. Puisqu'on a 1300 patients en 2 ans et qu'on est, on est 6. Voilà. Donc il y a aussi des effets d'effectifs. Les 6, on est un médecin consulté et 2 psychologues. À mi-temps. Voilà, donc on n'est pas tout à fait 6. Après, le secrétaire ne consulte pas. Voilà. Et l'idée de la PCO, c'est d'aider un petit peu les parents à se repérer, parce qu'effectivement, ou même les soignants, parce que quand on a des signes d'alerte, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour arriver jusqu'au diagnostic? Ben, c'est un petit peu comme si on devait se repérer dans le métro de Tokyo. C'est un petit peu la galère. On ne sait pas par où passer, par où commencer, par quelle voie prendre. Donc l'idée, c'est d'essayer de fluidifier ce parcours-là, déjà en étant là dès le début. C'est-à-dire que si on arrive à être là dès les premières inquiétudes, on va pouvoir avoir un parcours un peu plus fluide. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des familles, ils avaient vu 10 professionnels différents, ils sont allés toquer à toutes les portes, ils ont entendu du vert, du bleu, du orange, ils arrivent ici, ils sont perdus, ils ne savent plus par quelle porte démarrer, et ils sont perdus aussi sur pourquoi ils sont venus jusque-là. Donc l'idée, c'est que si on est là dès le début, on va pouvoir aider et orienter en fonction de l'évolution à la fois des manifestations. Est-ce qu'on est toujours sur des signes d'alerte ou est-ce qu'on est sur une hypothèse de diagnostic? Est-ce qu'il faut aller au diagnostic? Et puis on va pouvoir aider à soutenir aussi en fonction de est-ce que les parents sont inquiets? Est-ce qu'ils sont dans une démarche? Est-ce qu'ils ont envie d'en savoir plus? Voilà, de suivre aussi la temporalité des parents. Donc si on a cette information, on va pouvoir aider, aiguiller, et puis l'idée c'est de désengorger aussi les services de pédopsychiatrie ou les CAMS ou la neuropédiatrie justement, qui ont énormément de demandes, qui ne relèvent pas vraiment de ce niveau d'expertise-là, qui pourrait être très bien traité en libéral et être accompagné. Donc nous, on va pouvoir aussi un petit peu trier les parcours, ceux qu'on pense que le libéral peut suffire et où, en étant soutenu par la plateforme, on peut arriver à poser les choses et à avancer. Et puis ceux pour lesquels il y a vraiment besoin d'un service spécialisé, orienté au moment où c'est nécessaire. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de prendre le tram. Quand on habite à Saint-Just, si on a son médecin, si nous, on arrive à avoir des professionnels financés, qu'on peut vous aider à coordonner, parce que les troubles du neurodéveloppement, des fois, ça se décoince tout simplement en disant, mais voilà, il a ça en langage, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait ça, l'enfant, il reste sur place. Ça réduit, mais
les difficultés de la famille, de l'enfant. L'idée, c'est de vous aider à vous à pouvoir aller jusqu'au diagnostic, parce que dans tous les troubles du neurodéveloppement qu'on a vus, certains n'ont absolument pas besoin d'une expertise ni hospitalière ni pluridisciplinaire. Vous pouvez poser le diagnostic sans aucun souci. Si on vous amène des bilans corrects, c'est pour ça qu'il y a des synthèses auxquelles vous êtes conviés, mais malheureusement c'est compliqué, je sais, mais vous pouvez arriver au diagnostic. Et l'enfant n'a pas à aller nulle part, ce qui est un grand luxe. Et le manque de conventionnement, c'est par méconnaissance de la structure ou c'est parce qu'il y a un autre souci derrière que le conventionnement avec les libéraux, psychologues, tout ça, non, je pense pas que ce soit un manque de connaissance de la structure, c'est que le financement que l'État nous a octroyé est moindre que un financement, enfin que le tarif libéral. Donc ça aussi, c'est une discussion qu'on continue à avoir à chaque réunion avec nos ARS et le ministère pour qu'il y ait une revalorisation des actes. Donc là où après on essaie de compenser, c'est d'apporter du soutien aux libéraux, d'être présent sur les synthèses, disponible pour accompagner dans les situations plus compliquées. Mais sur le financement, voilà, c'est toujours en discussion. Oui, ceux qui viennent avec nous, c'est aussi pour le côté information, parce qu'on fait des sensibilisations, travail d'équipe, ils ne sont pas seuls avec les situations, on en parle, on est disponible pour en discuter avec eux, les soutenir. Voilà. Là, on va peut-être le présenter tout à l'heure, mais on a 150 libéraux sur l'Hérault qui ont conventionné avec nous, et ça continue à augmenter quand même. Donc, c'est juste que ce n'est pas tout à fait équitable sur le département. Voilà, c'est... Et voilà, bon. Ce côté un peu plus compliqué, et Béziers aussi qui est très très compliqué. Bon voilà, l'équipe. Ça c'est pour présenter notre équipe. Du coup, nous on est à mi-temps chacune avec Céline, donc on n'est pas à temps complet, on consulte aussi en pédopsychiatrie. Donc ça fait un temps complet à deux. Et puis du coup, on a Caroline Dr Rouquette qui nous a rejoint, pour l'instant à mi-temps. Et puis on a une responsable administrative qui gère toutes les facturations que nous recevons des libéraux. Et une assistante sociale qui est là aussi pour aider à la rédaction de ces dossiers qui sont des fois très compliqués. MDPH. Voilà. Pour soutenir les familles dans la... Là-dedans, c'est quoi le rôle du professeur Bagdadi? C'est la responsable de la PCO. C'est la chef de service. C'est la chef de service. Son rôle, il est à tirer les ficelles avec l'ARS. C'est pas des petites ficelles à tirer pour qu'on puisse avoir les financements pour tout ça. C'est la bataille. C'est son service qui a répondu à l'appel d'offres qu'il a eu. Voilà, après c'est un service qui est bien connu. Alors, ce service-là, c'est pour ceux qui sont de ce territoire, c'est le MPEA 2. Mais notre territoire ici, Lunel, Moguio, on est plus ou moins sur le MPEA 1. C'est peut-être pour ça que vous posez la question, parce que nous, on est souvent habitués à avoir des adressages des enfants sur le service de Madame Purper. Diane Purper. Et peut-être vous, en sous-dépendance de Diane Purper, avec Monsieur Reiss, ici, sur Lunel. Mais tout ça, c'est le MPEA 1. La PCO est localisée sur le MPEA 2. Et le professeur Bagdadi chapeaute quand même les deux services, le 1 et le 2. Voilà, c'est pour vous dire. Voilà. En gros, c'est le chef de service un peu de tout le monde. Mais nous, ici, on est habitués à fonctionner avec M. Reiss. Enfin, vous surtout, avec M. Reiss, qui est, il faut le dire, sous l'eau depuis 1 an. 2 ans. 3 ans. Moi, je sais pas, il ne me répond plus. Il ne me répond plus, donc je pense qu'il est noyé même. Voilà, mais c'est vrai que c'est pour vous donner l'état des lieux, de la situation, de l'impossibilité qu'ont les services à recevoir d'emblée tous les patients qu'on adressait avant relativement facilement. Et il y a un CAMS à Lunel. Il y a un CAMS à Lunel.
Et on a pu recruter aussi une puéricultrice. Et c'est vrai que jusque-là, ce qui nous manquait un petit peu sur la plateforme, c'était pouvoir un peu plus être disponible pour les familles, répondre, les aider, répondre au téléphone, pour pouvoir faire des points étapes au cours du parcours. Et du coup, là, ça va être son rôle d'avoir un peu plus de liens pour faire le suivi, ce qui nous manquait un petit peu pour les familles. Et juste pour préciser, donc, on a des référents dans les différentes structures, à la fois pédopsychiatrie, CAMS et CMP et CMPP de l'Hérault. Et donc, on a été chacun les rencontrer pour avoir un référent, pour pouvoir que ça soit plus facile pour adresser les patients ensuite dans leur service quand il y a besoin d'une coordination des soins dans une structure spécialisée. Voilà, du coup, à ce jour, on a à peu près 150 libéraux avec 42 psychologues, 80 psychomotriciens, 31 ergothérapeutes. Du coup, pour les ergothérapeutes, c'est encore difficile pour tout le monde en fait de comprendre quel est le travail de l'ergothérapie chez les tout petits. Donc même pour nous, ça a été une adaptation, voilà, avoir un langage commun. Et donc, nous, on trouve que le travail est très intéressant et on essaie aussi de le diffuser et de faire des préconisations de soins et d'accompagnement. Pour les forfaits, on peut, de manière exceptionnelle, faire des propositions d'accompagnement en psychomotricité et en ergothérapie quand les deux sont justifiés. Du coup, comment adresser un... Alors là, c'est le... Alors là... Pourquoi c'est moi qui... Moi, je vais t'aider. Parce qu'on va vous stimuler un peu. Qui adresse un patient, et là je vous donne un mot-clé, à la PCO? La maîtresse, le papa, la maman, Réponse A. le docteur. Qui adresse? Normalement, Le médecin, si c'est hospitalier, c'est le médecin. si c'est hospitalier, pourquoi hospitalier? Si c'est une structure. C'est une structure hospitalière. Alors, on est tous d'accord pour dire que l'adressage est médical. Tout le monde est d'accord. Mais c'est souvent la maîtresse qui dit il faudrait peut-être. Je l'attendais celle-là. Est-ce qu'il y a des maîtresses dans la salle? Ça, c'est beaucoup. Voilà. Alors ça, c'est beaucoup. Et ça, j'ai rien contre vous. Hein. Vous êtes... Non. Mais, et bien sûr, vous avez la chance ou la malchance de vivre au quotidien des difficultés de l'enfant que peut-être que nous, on ne vit pas sur un quart d'heure, 20 minutes de consultation. Mais c'est vrai qu'il faut bien renvoyer les gens vers le médecin. Parce que ce qui se passe, et ça on sera d'accord tous ensemble, le vécu, c'est que quand on a dit qu'il faudrait aller voir je ne sais pas qui, commence le parcours du métro du Japon, là, parce que les gens partent de chez la maîtresse et se disent « Ah mais tiens, mais je vais aller voir la psychomotricienne là, parce que machin... » Alors, ils vont voir la psychomotricienne qui, de bonne intention, va lui dire « Mais écoutez, oui, il y a un petit problème, allez voir le docteur, il vous fera les papiers. » Ça marche aussi comme ça, hein, c'est la vérité. Résultat des courses. Le petit, là, il va aller voir de la maîtresse, il part chez la psychomotricienne, qui des fois, pour bien faire, l'envoie aussi chez l'ergothérapeute, et pourquoi pas se faire couper la langue chez l'ORL. C'est la réalité du terrain, tout ça. Et puis tout le monde dit, eh bien maintenant, il faut un dossier PCO, Oxytadis, parce que vous savez bien qu'on en a plein de dossiers. Boum, c'est le docteur qui le fait. Boum, le docteur voit arriver ce petit avec une pile de tickets de métro du Japon, là, où tout le monde a dit, et ça, il ne faut pas. Je crois qu'il faut que s'il y a un message à faire passer aux familles, c'est allez voir votre docteur. N'allez pas voir en premier l'orthophoniste, la psychomotricienne ou l'ergothérapeute, parce qu'on commence le chemin à l'envers. Voilà, il faut qu'il voit le médecin qui, lui, le médecin va se dire, il vaut mieux, d'accord, on va demander la PCO, et qui aura déjà l'idée que peut-être la PCO, le financement de la psychomotricité ou de l'ergothérapie, ça va se faire par la PCO, ce qui évitera aux gens d'avoir déjà payé un truc, qui n'est peut-être pas le bon, parce qu'on ne va pas avoir besoin de celui-ci. Et puis moi, personnellement, je trouve que ça m'ennuie toujours de voir arriver une famille
qui a déjà vu plein de professionnels qui se sont auto-envoyés pour bien faire l'enfant de partout, mais finalement, on n'y comprend rien. Où est l'avis médical là de ça? Donc, adressage médical, sollicitation sûrement par l'éducation nationale, mais bien les engager, aller voir d'abord leur docteur, et après le docteur, il verra ce qu'il a besoin. Et donc le docteur, quand il le reçoit, j'étais presque sauvée, à toi de jouer. À toi de jouer. Là, moi, j'ai pas envie de me faire... voilà. Alors, bon, quand même, depuis l'arrivée de Caroline, on va quand même être honnête, on a réduit la taille du dossier. Alors, il y a pas complètement. Pas complètement. Le dossier de gauche, c'est le dossier du ministère. On n'a pas le choix, on ne peut pas le modifier, c'est le dossier obligatoire. Par contre, il est conséquent, mais vous ne remplissez que la première feuille et la feuille qui concerne l'âge de l'enfant. Si l'enfant a 5 ans, vous ne faites pas les feuillets avant. D'ailleurs, on va voir, il y a plusieurs modalités d'adressage. Si vous vous connectez via trajectoire, voilà, vous aussi vous créez, j'en étais sûre. Moi, j'ai le droit de rien dire là. Voilà, quand vous rentrez l'âge de l'enfant, tout de suite, il vous met sur le feuillet correspondant. Mais c'est vrai que si vous avez tout le feuillet, on a eu des médecins, ça a été super, qui nous ont tout rempli, mais on imagine le temps que ça a pris de tout remplir. Donc ça, c'est notre livret qu'on appelle obligatoire. Et ensuite, c'est un livret complémentaire. Donc obligatoire, répète-le bien, via trajectoire. Via trajectoire. Via trajectoire ou via mail? Alors, moi, je me suis fait engueuler plein de fois. Surtout par elle. C'était une très mauvaise élève. Médecin libéral qui nous adressait, elle a oublié. Et j'ai râlé. Alors, je ne faisais pas via trajectoire parce que comme vous, c'est compliqué ce via trajectoire. Mais il y a un avantage sur via trajectoire. Une fois que je l'ai eu, j'ai bien respiré, tout ça, et j'ai fait via trajectoire. Via trajectoire, quand vous le faites, il y a un truc super, c'est que vous n'avez pas à photocopier les trucs, à les mettre dans une enveloppe, à les donner à la famille qui en perd la moitié, pour les renvoyer. Via trajectoire, ce qu'elle vous dit est très vrai, on arrive à isoler les bonnes pages. Parce que sinon, quand on imprime, on imprime toutes les pages, même si on n'en veut que 2, on découpe beaucoup de papier, on imprime une tonne de trucs pour 2 papiers, voire 3 papiers. Donc via trajectoire, c'est jouable. C'est jouable. Je vous le dis, pour avoir bien râlé, elles le savent, mais il faut que vous le fassiez 2 ou 3 fois. Vous allez économiser du temps, du papier, des timbres, des papiers perdus, parce que sinon... C'est pas ça pour celui-là, mais par exemple pour les demandes du maison de retraite. Ouais. Essayez-le, celui-là. Et alors, ils ont dit qu'ils allaient essayer de l'améliorer. Si, parce que justement, à cause des maisons de retraite et tout ça, il y a une plainte générale qui fait qu'ils retravaillent sur l'accessibilité de via trajectoire. Mais donc, celui-là, c'est via trajectoire. Ça vous évite les photocopies. Voilà. Le deuxième. Alors là, le deuxième. Oh, le deuxième, c'est le sien. Alors, le deuxième. Comment on parle? Le deuxième pourrait ne pas exister, mais là, moi, j'avoue que je ne m'en sors pas. Celui-là, tant pis s'il y a quelqu'un du ministère, je ne trouve pas ça, c'est pas super bien fait. On est d'accord. Parce que vous verrez qu'il y a des fois, il y a des pathologies, quand vous ne remplissez pas la case, vous n'arrivez pas à l'envoyer, enfin bon, bref, c'est pas clair. Et surtout, il va nous manquer des trucs importants pour ce que je vous disais tout à l'heure, pour le somatique. Là-dedans, on s'en fout de savoir combien il pèse, il mesure, s'il a une grosse tête, une petite tête, on ne sait rien avec ça. Avec l'autre, on arrive à avoir au moins des éléments qui peuvent nous aider à se dire, aïe, 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 là, il se passe peut-être quelque chose qui n'est pas un trouble du neurodéveloppement. Donc, on demande tout bêtement le poids, la taille, le périmètre crânien de naissance, si on peut, s'il est né à terme, par voie basse, et si s'est passé quelque chose. Puisque vous savez que les troubles du neurodéveloppement, on est à haut risque sur la prématurité, sur les retards de croissance intra-utérin, il y a quand même sur les pathologies cardiaques. On a des facteurs de risque de troubles du neurodéveloppement isolés aujourd'hui, qu'on ne repérera jamais avec ce livret. Mais nous, sur l'autre, on repérera ces facteurs néonates. Si vous vous sentez d'écrire une lettre en disant pas d'antécédent néonat à terme, voix basse, ça me va, hein, je n'ai pas besoin de ce truc. Hein. Après, ils ne mangent pas, ils ne mangent tous pas. Après, on n'a pas de poids. La plupart du temps, ils ont un bon poids, mais mine de rien, on a aussi quand même des enfants qui ont des croissances staturopondérales complètement explosées, qui sont des facteurs d'inquiétude sur des pathologies génétiques sur lesquelles sont associés des troubles du neurodéveloppement. Avec le dossier 1, on s'en savait foutre marrer, hein. On ne sait rien avec le dossier 1. Donc si vous faites un courrier disant qu'il n'a pas d'antécédent néonat,
qu'il a vu l'ORL et qu'il entend bien, surtout quand il a un trouble du langage, qu'il y voit bien quand il n'arrive pas à piler 3 cubes, et qu'il pèse tant, il mesure tant, et que vous êtes inquiet de telle pathologie, moi ça me suffit, je m'en fous du dossier 2. Mais ce dossier 2, on l'a fait un peu comme pour les carnets de santé, parce que dans les carnets de santé, vous savez, ça nous guide pas mal pour les visites des 3 ans et des 4 ans, c'est un schéma de rien oublier. Mais certains médecins ne le font pas, me mettent les antécédents néonates, somatiques, entend bien, voit bien. Bon, alors voit bien, entend bien, c'est vrai qu'il y a une exigence, quand ils ont des gros retards de langage, on demande à la famille de nous faire passer les comptes rendus audio. Parce que sinon, on vous dit oui, il voit bien, oui, machin a dit qu'il doit bien, truc l'a dit aussi, puis on s'aperçoit qu'en fait, il n'y est jamais allé. C'est classique. Pour la vision, on a un gros problème, puisque vous savez qu'on n'arrive plus à avoir d'ophtalmo. Donc on se contente tant bien que mal des orthoptistes, mais c'est déjà pas mal. Donc sensoriel, néonate, somatique de base, on est bon. Hein. Après, il y a la marche à 12 mois, ça nous donne des petites idées. Mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, effectivement, vous pourriez ne pas l'avoir, parce que le ministère ne le demande pas. Mais pour travailler sans ça, c'est dur. Hein. Moi, j'ai l'impression que j'ai un fantôme en face de moi. Hein. Parce qu'à la lecture des 2 dossiers, il faut qu'on arrive à identifier vers qui on va orienter. Voilà, c'est ça. Et puis le dossier famille, avec ce que vous avez mis, qui est très bien, l'inquiétude famille. Le dossier famille, c'est un dossier administratif avec les pièces carte d'identité, famille et sécurité sociale, et puis des renseignements administratifs et leurs inquiétudes. Et ça, c'est assez... c'est fabuleux les inquiétudes des parents, qui ne sont pas des fois les mêmes que les vôtres. Alors, on a aussi des parents qui remplissent le dossier du médecin. Alors, on voit hein, qu'ils trichent, hein, parce qu'on reconnaît les écritures. Enfin, on piste les tricheurs, je trouve. Il y en a un peu moins à ce moment. Hein. Il y en a moins, hein, je trouve, qui trichent, un peu moins. Voilà, parce que, pourquoi ils trichent? Parce que les médecins n'ont pas le temps, donc vous le remplirez, vous l'enverrez. Mais alors, du coup, ça ne sert à rien, tout ça. Voilà. Donc, il y a 3 trucs à faire partir. Moi, de façon pratique, ce que je faisais au cabinet, via trajectoire, j'essaie vraiment maintenant. Celui-là, je faisais une lettre. Et l'autre, je l'imprimais, le donnais à la famille. Et il me mettait tout ça dans l'enveloppe et le faisait partir. Voilà. Mais après, si vous en parlez à la famille ou que vous remplissez le via trajectoire, après, notre secrétaire, elle rappelle la famille pour expliquer les pièces qui sont manquantes. Voilà. Dès qu'on a nous, on reçoit de votre part. Après, on se met en lien avec la famille pour expliquer les pièces complémentaires pour que ça soit bien complet. Et comment dénicher tout ça? PCO, CHU Montpellier, vous verrez, vous avez adressé un patient. Donc, vous êtes médecin, vous cliquez dessus, adressez un patient, et vous avez les 3 items qui vont se dérouler. Sur le PCO, CHU, TND 34, vous êtes médecin, voilà. Il y a l'item. Le GAR, sur via trajectoire, ça fonctionne en fait, ça va vous mettre directement la PCO en lien avec le domicile de l'enfant. Peut-être qu'ils n'auront pas le même dossier complémentaire personnel. Hein. Chaque PCO a ses dossiers. On va les laguer encore de plus en plus pour que ça soit encore plus facile. On en a parlé pour tous ceux qui ont des étudiants, hein, parce que c'est des étudiants ou des IPA, c'est des choses qui peuvent tout à fait remplir aussi, hein, ce genre de dossier. Tout à fait être rempli. Voilà, donc une des possibilités, c'est par via trajectoire. On en parle ou on n'en parle pas? Vas-y, c'est besoin de via trajectoire. Moi, je respire. Tu respires. Donc c'est une connexion. Là, on ne peut remplir que le livret d'adressage, c'est-à-dire que l'autre document, le document complémentaire, il faut... alors, on va essayer de le remettre en ligne et de le joindre. Vous pouvez le joindre en complément. Voilà. Et tout est envoyé à la PCO. Et normalement, la secrétaire, lorsqu'elle reçoit la demande et qu'elle la traite, elle fait aussi un suivi du dossier. Donc, vous savez quand est-ce qu'il a été traité, validé, refusé ou sorti de parcours. Donc, ça permet aussi d'avoir un suivi de l'état d'avancement du dossier. Le livret famille aussi, on peut l'envoyer. Pardon? On peut le joindre aussi. Le livret, la partie oui, famille, c'est ça. On peut tout envoyer. Oui, vous pouvez mettre les pièces jointes. Tout à fait. Moi, je le fais faire à la famille, ça. Mais sinon, la famille, si elle n'a pas les documents. Mais qui nous donne et comme ça, on oui.
Et après, si vous n'avez pas les documents famille, mais que vous nous avez laissé les coordonnées, nous, on recontacte la famille. Donc voilà, ça c'est la première page, c'est celle que je disais qui est obligatoire, avec celle concernant l'âge de l'enfant. Donc c'est sur les risques de TND, les facteurs de risque de TND, avec notamment voilà, ces critères-là, la prématurité, le poids de naissance, les antécédents familiaux, etc. Et ça, il ne faut pas oublier de le remplir parce que finalement, des fois, on nous remplit que l'âge. Et ça nous aide beaucoup quand même. Hein. C'est là aussi. La deuxième, voilà, c'est la même partie avec les particularités comportementales. Qu'est-ce qui vous inquiète? Des comportements atypiques de type stéréotypie, alignement, exploration atypique des objets. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dysrégulation émotionnelle, intolérance à la frustration, etc. Et les particularités alimentaires. Ça aide bien pour les suspicions d'autisme, ça. Et donc là, si c'est un enfant de 4 ans, ben vous avez 7 pages à remplir, celle-ci, uniquement. Et c'est à peu près la même. Et donc, pour considérer qu'il y a des risques, des facteurs de risque sur cette page, vous voyez, il faut 3 noms à 2 des domaines différents. Et au vu des questions, ben on voit bien que c'est quand même pas suffisant pour identifier d'éventuels TND. Donc c'est une aide, mais c'est pas suffisant, d'où la nécessité de remplir le deuxième questionnaire. Ça c'est pas mal. Ça vous aide un peu quand même. Parce que ce genre de consultation, c'est 3/4 d'heure, voire 1 heure. Hein. Pour de vrai. Hein. Alors, vous l'avez de régler dans tous les logiciels. Vous l'avez, le CTE? Ah, il faut le faire. Alors, le CTE, il est... Bon, j'ai Axis Santé, je ne sais pas si vous avez Axis Santé, mais je crois que... Le CTE, une fois qu'il est réglé, c'est 1 fois par an. Alors, le CTE, quand vous recevez cet enfant pour faire le dossier d'adressage à la PCO, vous êtes en droit de faire une CTE. C'est-à-dire que c'est la consultation longue de repérage des troubles ils mettent quoi? Compulsif repérage CTE. Peu importe. Au départ, on avait ça pour les enfants rien qu'avec autisme. Et la CTE a évolué, c'est pour tous les troubles du neurodéveloppement. Donc, vous faites, mais ça y est, hein, c'est tout prêt, hein, CTE, et c'est pour l'entrée parcours, pour avoir rempli ce dossier via trajectoire et tout ce que vous avez rempli. Ensuite, quand vous revoyez l'enfant, que vous avez intégré dans le parcours PCO, quand vous le revoyez, que c'est annuel, hein, vous voyez, il écrit autisme. Ça marche pour tous les troubles du neurodéveloppement. C'est une extension. Sauf qu'il y a écrit consultation annuelle, c'est-à-dire 1 fois par an. C'est l'objectif de vous indemniser sur la synthèse, puisque vous savez que vous recevez une invitation à assister à la synthèse avec le professionnel qui a été préconisé. Hein. C'est-à-dire que vous avez reçu ces invitations auxquelles vous ne pouvez jamais assister. Ce qui est normal, puisque c'est en plein milieu de l'après-midi, quand vous avez à peu près 50 patients, à la salle d'attente. Voilà. Alors, mais ça, on le sait que ce n'est pas possible. Mais si jamais vous vous connectez, vous pouvez coter la CSE. Pas forcément pour l'autisme, pour tous les troubles du neurodéveloppement. Voilà. Ça, c'est la cotation pour tous, que ce soit les médecins pédiatres, pédopsychiatres ou médecins généralistes. La diapo qui suit, c'est une diapo qu'il faut savoir utiliser parce que c'est vraiment des consultations très chronophages. C'est une nomenclature spécifique en tant que pédiatre, pas forcément en tant que pédiatre. Elle est utilisable pour tout le monde. Alors c'est un peu plus difficile à rentrer, ça c'est les gens des logiciels qui le rentrent. Le 6912, c'est si vous avez fait passer des tests. Ces tests-là, certains, et surtout les pédiatres, ont le DA, la BMTI maintenant. Vous savez, ce sont des tests où on va apprécier la lecture, un peu la motricité, de façon assez sommaire, mais c'est un dépistage. C'est un dépistage. Donc, pour pouvoir être indemnisé de cette heure passée à faire des tests, la BMTI, beaucoup ont la BMTI, il y a cette cotation qui est un acte technique. Ensuite, la consultation enfant pathologie handicap. Quand l'enfant a un dossier, ça sort de la nomenclature un peu sur laquelle on est pour la PCO. Le PH, si l'enfant a un dossier MDA, MDPH reconnu, c'est un enfant
en situation de handicap que vous voyez pour une coordination du soin. Ils vont venir vous voir pour voir comment il va, mais est-ce qu'on fait de l'orthophonie, est-ce qu'on fait de la psychomote, où il en est, pour faire le point, hein, parce que c'est de la coordination. Celle-là, elle est cotable, et ça marche très bien, c'est le PH, vous pouvez la coter une fois par trimestre quand même. Eh oui, mais les consultations à 1h30, c'est 1h30 de consultation des fois. Hein. Ensuite, il y a une consultation qui n'a pas été mise. Alors l'autre là, c'est 2 fois par an pour les enfants de moins de 7 ans, mais ça c'est les grands prématurés. Souvent, c'est souvent que les pédiatres qui les ont, c'est des gros prémas avec des leucomalacies, avec des pathologies qui sont... c'est rare, mais ça, il faut vraiment que ce soit un grand préma. Sinon, vous avez, quand vous réalisez le dossier MDPH, une cotation maintenant qui existe, exprès pour faire le dossier. C'est-à-dire que celle-là, voilà, pour tout le monde, voilà. Hein. Mais pour tout ce qui est la PCO, le jour où vous faites le dossier, vous pouvez utiliser la CTE et la CSE, c'est l'autre d'après. Enfin, moi, je l'ai de rentrée et je le fais parce qu'une heure d'un temps, une heure entière à remplir des dossiers, plus aller à la poste des fois, bon voilà. Ça mérite quand même une indemnisation de... Pendant des années, hein, on a tous fait ça avec une consultation à 25 € où on y passait plus d'1 heure. Donc ça décourage toutes les bonnes volontés quand même. Surtout que quand on sort de la salle d'attente, on se fait engueuler parce qu'on a passé 1 heure avec un patient. Donc ça, au moins qu'on ait... au moins... Alors, oui, Spico. Qui se lance à Spico? C'est moi encore. Voilà. Il faut retenir via trajectoire et puis Spico. Alors, une fois que l'enfant est inclus dans la PCO, c'est-à-dire qu'on a étudié son dossier, qu'on a orienté vers des soins, on le verra après, on rentre son dossier dans Spico, ce qui permet aux professionnels qui vont le recevoir d'avoir accès aux informations et au bilan déjà rentré, enfin que nous on a en notre possession et qu'on rentre. Et donc vous êtes inclus en tant que médecin adresseur, vous êtes inclus dans le dossier, enfin dans Spico. La petite nouveauté de Spico qui n'était pas le cas, c'est que avant vous n'aviez pas l'information si des nouveaux documents concernant votre patient étaient rentrés, il n'y avait pas d'alerte. Depuis 1 mois, il y a une alerte, ce qui veut dire qu'une fois que vous êtes rentré que nous on vous a inscrit dans le dossier du patient, dès qu'on mettra, nous, un document concernant ce patient ou dès qu'un autre professionnel mettra son bilan, par exemple l'orthophoniste, elle met son bilan ou la psychomote, elle met son bilan, vous aurez un mail avec une notification. Ça demande encore une connexion, mais en tous les cas, vous avez l'info que le bilan a été déposé. C'est un outil, pour l'instant, c'est le seul outil partagé sécurisé qu'on ait, puisque après la boîte mail, elle n'est pas sécurisée. Dans le DMP, il n'y a pas les mêmes... Alors, tu peux répondre ou pas? J'ai pas entendu. Donc pour l'instant, non, le dispositif médical partagé, oui. T'as pas encore. Oui. Alors le problème de ça, c'est que l'hôpital n'est pas en lien avec nos apicrites, nos MMS santé, tous ces trucs-là. Actuellement, on fait un courrier de synthèse médicale qu'on vous adresse par mail. On est hors la loi complet. Et on ne va pas pouvoir rester hors la loi longtemps. Ça voudra dire que les lettres qu'on va faire, il faut en reparler ça bientôt. Mon courrier que je vous envoie quand on a fait la synthèse, je vais le mettre sur Spico et la seule façon que vous aurez de le voir, ça va d'aller sur Spico. Sauf qu'on a vu avec la secrétaire là, du service d'utiliser le même système qu'à l'hôpital. Vous savez, il y a une espèce de petit label sur les courriers qu'on reçoit du CHU là, qui sécurise un peu l'information qu'on va envoyer, mais par courrier encore postal. Mais à terme, il n'y a que Spico. On n'a pas le droit. C'est ni Apicri, ni MS, tous ces trucs qui sont finalement sécurisés hein, d'habitude. Alors les parents, les professionnels leur donnent le bilan hein, de ce qui s'est passé. Mais les parents, ils ne sont pas à la synthèse. Donc en fait, quand nous, on préconise quelque chose d'autre, la seule façon qu'ils aient de savoir, maintenant on leur fait une copie du courrier, c'est de se précipiter chez vous et de vous dire, alors ils ont dit quoi? On va avoir encore la psychomotricité, on va... Et du coup, là, moi je trouve que ça va mieux depuis qu'on leur renvoie le courrier, mais
On envoie par voie postale, ouais, je crois. Je sais pas comment on fait. Non, On n'est pas très sécurisé, on n'est pas bon. Hein. On envoie de manière... On n'est pas bon du tout. La seule autorisation, c'est Spico, ou cette histoire dérivée à l'hôpital qui est, tu sais, cette espèce de petite pastille là, qu'on reçoit de tous les services. Hein. Je ne sais pas ce que c'est là. Mais le DMP, pour l'instant, c'est des courriers écrits. Voilà. Alors les parents l'ont. Voilà. Les parents l'ont. Et du coup, eh ben, ils vous l'amènent, ou vous l'avez. Pour l'instant, on va continuer comme ça, mais un jour, évidemment, qu'il faut qu'on trouve une solution. Et la seule qui nous est proposée, c'est Spico. Alors, Spico, il faut être connecté. Vous l'avez tous? Moi, je n'ai plus maintenant. On est obligé, hein? Ça marche pas tellement. Non, parce qu'il te faut te reconnecter avec le Conseil de l'Ordre. Enfin, il faut faire plein de manœuvres. Hein. Mais autant Spico Institution, c'est bien, mais Spico Dossier, honnêtement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu rentres un truc. Mélangé, parcours patient, parcours de vie. À trouver l'information. Là, pour le coup, c'est le même schéma de métro du Japon dans le dossier patient. Enfin, ouais. Alors, moi, je crois qu'on va continuer les lettres, nous, en tout cas vers vous, tant qu'on peut. Alors, du coup, dans les lettres, qu'est-ce on minimise, on fait pas de grand blabla, hein, parce qu'on est dans quelque chose un peu limite. Hein. Limite. Hein. C'est surtout la conduite à tenir dans la suite du parcours. Cette histoire de numéro. Et puis alors après, il y a aussi des informations qui sont compliquées parce que si les psychomotriciennes, les ergothérapeutes ou les professionnels qui sont sur le parcours de cet enfant ont une suspicion de TSA, évidemment, ils ne vont pas aller voir les parents et dire écoutez, votre enfant il a un autisme. Vous voyez, donc il faut se dire qu'on va avoir besoin de vous, quoi. On va essayer de vous envoyer l'info qu'il se passe quelque chose. Enfin, compliqué un peu ça. Donc, Spico, il faut essayer, vraiment. Moi, je suis d'accord avec ça. Je l'ai utilisé pour Oxytadis, puisque j'ai fait aussi partie de Oxytadis. J'arrivais jamais à déclencher quelqu'un. Moi, je ne suis jamais arrivée à déclencher quelqu'un. Après, la différence, c'est que nous, on l'utilise vraiment qu'en lecture. Voilà. Tandis qu'on n'a rien à entrer ou enclencher. C'est vraiment juste pour consulter. Et en fait, c'est plus facile d'aller juste consulter le dossier que d'aller déclencher des parcours, etc. Là, c'est vraiment pour consulter et avoir accès aux documents qui sont déposés dessus. Voilà, lire tout ce que vous pouvez, parce que vous n'aurez pas, comme sur Oxytadis, pour ceux qui ont travaillé sur Oxytadis, il fallait qu'on aille cliquer un truc, là. Mais moi, j'arrivais jamais à cliquer le truc. Bon, j'appelais la secrétaire. D'ailleurs, la secrétaire, ça tournait beaucoup d'être épuisé, les pauvres, parce qu'on n'y arrivait jamais, les médecins, à faire ça. Donc, l'idée, c'est via trajectoire et Spico. C'est les deux obligations les plus pénibles, mais je crois que ce n'est pas que pour la PCO, c'est le futur de tout maintenant, c'est comme ça. Est-ce que dans tout ce qu'on a fini? Presque. Juste le parcours patient. Ah oui, voilà, ça c'est important. Du coup, une fois que vous nous avez adressé un patient, lorsque le dossier est complet, c'est-à-dire vos 2 documents à vous plus les documents famille, on a 15 jours, enfin on le traite dans les 15 jours maximum. Le patient reçoit, enfin la famille reçoit le courrier avec la validation et les préconisations, et vous recevez le même. Et une fois, donc la famille contacte elle-même les professionnels de santé, les paramédicaux. On envoie la liste, par exemple des psychomotriciens, et c'est eux qui choisissent parmi la liste et en fonction de leur domicile le psychomotricien avec qui ils veulent rencontrer. Une fois le début des soins, 3 à 4 mois après le début des soins, on organise la synthèse à laquelle sont invités tous les professionnels qui interviennent auprès de l'enfant. Donc le médecin adresseur, orthophoniste, psychomotricien, enfin tous ceux qui interviennent, qu'ils soient conventionnés ou non avec la PCO. Et là, on définit la suite de l'accompagnement. Est-ce qu'on maintient ce qui est proposé? Est-ce qu'on rajoute des choses? Est-ce qu'on est inquiet d'un risque de TSA et on a besoin d'une équipe de seconde ligne? Et auquel cas, on peut faire une orientation vers le MPEA, le 1, le 2 en fonction du secteur, tout en maintenant l'accompagnement en psychomotricité, en ergo, etc. Du coup, en termes de budget, pour les paramédicaux qui vont intervenir, c'est un forfait par enfant que vous répartissez. C'est ça. Le forfait pour... du coup, on peut passer, je pense, à la diapo suivante. Le forfait
Pour ergothérapeute et psychomotricien, c'est 1 500 €, comprenant le bilan qui est de 140 € et les 35 séances. Donc ça fait 35 séances, ça fait 1 300 et quelques euros à répartir sur l'année. Oui. La question sur la fin, c'est qui fait le dossier MDPH? C'est la famille? Alors, le dossier MDPH, nous, on a une assistante sociale qui peut aider la famille à remplir sa partie. Par contre, la partie médicale, elle est faite par le médecin adresseur. C'est parce qu'il faut savoir que la MDPH, c'est minimum 4 mois d'attente. Oui, donc c'est... Ouais. Et qu'une fois sur deux, nous on le voit, les dossiers sont mal remplis. Voilà, Oui. bah, du coup, c'est pour ça que notre assistante sociale, vraiment, sa mission, c'est d'aider et d'accompagner les familles à remplir le dossier MDPH. La PCO, elle est valable, le forfait est valable 1 an, renouvelable 1 an, dans la mesure où il n'y a pas encore le dossier MDPH. Donc, on a quand même 2 ans pour, si on a des inquiétudes sur le développement de l'enfant et on se dit, ben là, ça se maintient, il va falloir mettre en place d'autres soins à la suite des 2 ans, on anticipe le dossier MDPH. Donc là, on a des enfants qui... on n'a pas à ce jour, bon, après on a 2 ans et quelques mois, hein, mais dans les enfants qui ont fini le parcours, il n'y en a pas un qui s'est retrouvé sans rien à la fin des 2 ans. Il a eu au minimum son dossier MDPH et d'autres soins, une orientation en seconde ligne, etc. Mais il y a aussi, il faut que vous disiez que la PCO, le dossier MDPH, ce n'est pas la finalité de la PCO. Parce qu'il y a des situations qui, du coup, grâce à la PCO, ne vont jamais à la MDPH. Parce qu'il a suffi d'aller une prise en charge en psychomote ou sur une de ces situations-là. Et les enfants, c'est fini parce que des fois, on veut très vite des dossiers MDPH. Les gens se précipitent très vite chez nous parce que justement, on leur a dit qu'il fallait faire 15 séances de psychomotricité, 35 séances, parce que c'est 35 séances. 35 séances de psychomotricité, les 1500, c'est ça? 35 séances 35 séances. Des fois, ils font leur séance de psychomotricité, tout s'arrête et il n'y a pas besoin de dossier MDPH. La PCO, elle a été créée aussi pour éviter d'avoir à surcharger la MDPH pour des situations qui n'en auront pas besoin. La MDPH, il faut aller la solliciter quand il y a besoin de financement, ok, mais quand il va y avoir besoin d'une aide humaine aussi, d'une demande de structure. Ouais, parce qu'un gamin va avoir besoin d'un CESAD ou autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, mais nous, on a très envie de dire que, et moi c'est la grande joie que j'ai de voir des dossiers qui finissent. Il y avait des gens qui disent tout va bien, je me dis celui-là il n'est pas allé à l'MDPH, il va mieux, etc. etc. Je crois que la personne qui a créé la PCO, c'était aussi pour éviter cette surcharge qui est pour la structure de la MDPH, mais qui est aussi pour les familles. Remplir un dossier... franchement, c'est pas facile. Hein. Alors, quand vous avez dit qu'ils sont mal remplis, les dossiers, ils sont peut-être mal remplis par les familles parce que c'est un casse-tête, je suis d'accord. Mais pour les médecins, on les remplit mal aussi, les dossiers. Bien sûr qu'on les remplit mal. On les remplit à fond la caisse. Ouais, parce qu'il faut se dépêcher de les remplir. On nous demande des trucs, je ne sais même pas pourquoi ça sert, à quoi ça sert d'ailleurs. Moi, je crois que bien le remplir. Et en plus, attention, sur les troubles du neurodéveloppement, vous savez qu'il y a une grande mode, c'est qu'avant, on nous demandait de les remplir que quand on avait le diagnostic. TSA, TSA, TDAH, TDAH. Maintenant, on commence à les remplir dans suspicion d'un trouble du neurodéveloppement. Donc c'est encore un peu plus... Hein. Donc il faut arriver à amener le médecin de la MDPH, quand il va lire ça, à se dire qu'il a suffisamment d'arguments pour se dire que cet enfant, il a un gros retard de langage. Donc la logique pour bien le remplir, c'est de savoir la suspicion de TND qu'on a, sur quoi on va s'appuyer, le bilan orthophoniste. Allez, on y colle. Pas la peine d'aller mettre les devis de tout le monde, y compris de l'épicier, parce qu'il y en a plein qui remplissent n'importe quoi, parce qu'ils le bourrent le dossier, ils mettent plein de papiers. C'est souvent mal rempli parce que c'est rempli dans tous les sens. Et que ces gens qui lisent les dossiers, ils en ont comme ça. Il faut mettre ce qui est la suspicion. Et le but, l'objectif. Ce n'est pas la quantité qui fait, c'est la qualité, en tout cas pour le certificat médical. Moi, je crois, hein, on nous demandait de remplir le truc des yeux, là, je ne me rappelle plus, un truc de fou, quoi. Bon, mais voilà, il va bien, un bilan ophtalmo normal, ok.
mais à un moment donné, et je pense qu'ils ne le lisent pas. Et souvent, les dossiers qu'on voit rejetés, c'est parce que l'argumentation, elle n'est pas suffisante. Puis du coup, ça peut nous donner du temps avant de faire le dossier MDPH, parce que de toute façon, il y a déjà des choses qui sont mises en place, et au moins, on attend d'avoir tous les bilans pour pouvoir faire une demande qui est plus solide, avec des hypothèses plus importantes. Ouais. Et vous avez le bilan, le bon bilan, pour justifier la bonne chose. Et en plus, ça a été rémunéré pas par la famille. Parce que souvent, les familles se précipitent pour ces bilans pour ne pas avoir les payer. Vous voyez le prix de... Le bilan neuropsychologique, moi, c'est celui que je déteste le plus parce que je pense que pour rigoler, mais non, mais je dis aussi ce que je pense, c'est pas grave. Les troubles déficitaires de l'attention. Moi, ça me met hors de moi qu'on demande des bilans neuropsychologiques pour des diagnostics de troubles déficitaires de l'attention. Qu'on demande ça pour des enfants qui ont des suspicions de troubles déficitaires intellectuels ou des TSA. Pourquoi pas, mais on a des écoles où il y a des équipes de suivi, on lui dit, mais pour avoir un dossier pour la MDPH, pour un trouble déficitaire de l'attention, il vous faut un bilan à 300 € là. J'ai entendu ça toute ma vie, moi. Hein. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, pour le diagnostic de TDAH, juste pour, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, pour le diagnostic de TDAH, le diagnostic, c'est un diagnostic clinique. Du coup, c'est l'entretien clinique, plus les propos rapportés de l'école, plus l'observation clinique qui permet de poser le diagnostic. On peut avoir des échelles de dépistage, mais en aucun cas on a besoin d'un bilan psychométrique ou neuropsychologique. Ce bilan, il est nécessaire après pour la remédiation, si on veut travailler spécifiquement les fonctions intentionnelles, les fonctions exécutives, mais pour le diagnostic en tant que tel, il n'y en a pas besoin. Donc c'est aussi des choses voilà, qui ne sont pas forcément bien connu, c'est goûteux. Autant pour la déficience intellectuelle, il y a besoin de ce diagnostic, mais pour le TDAH, non. Il faut savoir ce qu'on demande et pourquoi. Parce que ça a un coût. Vous aviez une question? Ok. Si j'ai une question, est-ce que la consultation de synthèse est en présentiel ou ça peut se faire en visio? En visio. Tout le temps en visio. Ça dure combien de temps? Si nous on veut y participer? 30 minutes. On peut faire plus court. Ah bah non, pas plus. Non, pas plus court, 30 minutes. On est passé de 45 à 30. Alors, mais on peut faire plus court. Moi, je pense que quand un médecin se connecte et qu'on comprend que derrière, il faut... Hein, oui. Voilà. Moi, je pense qu'on peut rester un peu plus longtemps, nous, après, avec les professionnels, si on en plus longtemps. Si tu apparais en un quart d'heure, eh ben, ça me va bien, ton quart d'heure. Parce qu'un quart d'heure, c'est beaucoup. Après, on a un téléphone, j'ai un téléphone, un numéro de téléphone où pour l'instant, je suis disponible pour les médecins le lundi matin et le jeudi matin. J'ai mis de 11h à midi parce que le reste du temps, on est occupé avec plein de trucs, on ne sait plus ce qu'on fait après. Mais il y a un numéro où on peut s'appeler aussi pour me dire, je ne ferai pas la synthèse, mais tu vois, cette famille, moi, il m'inquiète cet enfant. C'est quand même vachement important qu'on sache ce qui vous inquiète, ces enfants-là. Parce que... Mais si tu mets un quart d'heure, même 10 minutes si tu veux, 5 minutes, on troque. Quand même. Bon, je me débat avec 2 psychologues, mais quand même, je ne perdrai pas, je comprends la difficulté des choses. Aussi, hein, j'ai voulu les mettre une demi-journée dans un cabinet médical, je n'y suis pas encore arrivée. Bon. Vous les prenez en stage? Une matinée. Là où c'est le plus dur, un lundi. Vous les prenez un lundi matin. Je vous les envoie un lundi matin. C'est juste pour se débarrasser de nous, parce que le lundi matin, on est avec elle. Je serai tranquille comme ça. Non, mais moi, je suis hyper d'accord. On peut savoir qu'il faut y aller vite. Il faut y aller. Ouais. Voilà. Mais le peu de temps que vous nous donnez, on gagne. Moi, je vois des situations quand on a eu le médecin, on a compris tout, quoi. Tout, parce qu'on ne sait pas, nous, ce qui se passe. Hein, on ne les voit pas. Hein. Alors, on avait parlé aussi d'un truc, juste là, peut-être que vous allez l'aborder après. Quand les enfants ont déjà été vus que ce soit des enfants PEA, on ne peut pas vous les adresser. Premières inquiétudes. Il faut que ce soit des neufs. Et en fait, l'idée, c'est que... Neuf, c'est ça, tout neuf. Le neuf, ça va Premier bien. inquiet, on avance. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on n'est pas là pour financer le manque
de possibilités d'accompagnement qui sont présents dans les MPEA ou dans les CMP, parce qu'on sait, enfin on travaille aussi au MPEA, donc on sait que les enfants qui viennent en consultation, ils n'ont pas de la psychomote, parce qu'il n'y en a pas et qu'ils n'ont que des bilans, etc. Mais en fait, déjà il y a eu des renforts de l'ARS sur les structures parce que il va y en avoir. Et il va y en avoir d'autres qui vont être mis en place parce que du coup, ce n'est pas les mêmes budgets. Nous, on est vraiment là pour essayer de répondre aux premières inquiétudes et pas pour compenser le manque d'accompagnement dans les structures. Et l'idée, c'est que du coup, les structures, ils en aient moins, ou en tout cas, ils aient vraiment ceux qui ont vraiment besoin d'aller vers quelque chose de plus important. Mais par contre, quand nous, ils sont passés par la PCO, c'est pas parce qu'ils vont au CAMS ou au CMP qu'ils arrêtent la psychomotricité. Nous, on continue à financer. C'est juste que, maintenant, on pense qu'il y a besoin d'un accompagnement et d'une coordination dans une équipe spécialisée. Mais on continue à financer les soins. C'est parce que le parcours, il est passé par la plateforme. Il faut que vous redéfinissiez ce qui est des fois compliqué pour nous. Première ligne. Je parle médical. Première ligne médicale, c'est vous la première ligne médicale. C'est médecin de PMI, médecin d'éducation nationale, médecin généraliste et pédiatre. Ceux qui vont voir le patient la première fois. Et les deuxièmes lignes, c'est un peu, je simplifie, les MPEA, les CAMS, les MPEA. Donc souvent, avant, on avait l'habitude, quand ce n'était pas saturé, quand on était vraiment très embêté, d'envoyer avec un courrier au MPEA 1 ou à nous. Voilà. Bon, maintenant, vous avez vu, ils ne répondent plus au téléphone, il faut imprimer le truc, il y a 8 mois d'attente. Donc, bref, vulgairement, on les a sur le dos, parce qu'on ne peut plus rien faire. Et du coup, la PCO, c'est quelque chose qui est pour vous, finalement, pour vous, parce que vous allez pouvoir adresser un enfant, on va pouvoir faire des bilans qui se faisaient avant à l'hôpital. Vous guider dans là, il faudrait peut-être quand même l'adresser, oui, dans la ligne 2 ou non, il y a à peu près tout et vous pouvez juste conclure, trouble du langage et voilà. C'est exceptionnel à l'heure actuelle d'avoir un gamin de 7 ans qui n'a jamais été exploré, donc il ne sera pas neuf pour vous. Quoi. C'est des gamins qui font moins de 7 ans. Moins de 7 ans, nous. Moins de 7 ans, mais un gamin à 5, 6, 4 Si, ans. on en a 40 par semaine. Il a déjà été exploré. Alors, on en a. Pour les futures naissances. Alors, oui et non, il y a des tricheries. Il y a, il y a eu des tricheries. Les tricheurs, on les connaît. Les tricheurs, c'était des gens qui faisaient du tramway japonais, là, et qui, de temps en temps, arrivaient dans des médecins dits de première ligne, pédopsychiatres essentiellement. Quelques neuropédiatres, mais il n'y en a plus, là. Franck Réjou, il n'y est plus, pour parler de nom. Et de pédopsychiatres, on a tous en tête des pédopsychiatres libéraux qui reçoivent des enfants pour des troubles du neurodéveloppement. Il y avait des tricheries, puisque c'était des premières lignes, ils étaient vus là, et puis vous les renvoyez, alors peut-être pas, vous ne pouvez pas arriver, vous les renvoyez pour que vous puissiez déclencher la PCO. Comme ça, ni vu ni connu, ils n'étaient pas déjà allés ailleurs. Parce que vous voyez, cette histoire de neuf, parce que le mot neuf, il va très bien, j'aime bien votre mot neuf. Il n'était pas tout à fait neuf parce qu'ils avaient déjà vu 2 ou 3 pédopsychiatres du quartier. Ils étaient envoyés. Mais comme les pédopsychiatres, ils étaient un peu ligne 2, quelque part, 1-2, enfin, c'est comme difficile à comprendre tout ça. Mais je dis, on va l'envoyer chez le généraliste. Lui, il fait les papiers pour l'adressage. Comme ça, nous, on n'est pas là, mais ils ont quand même la psychomotricité, l'ergothérapie. Vous voyez, c'est de la tricherie, un peu. Voilà. Alors ça, nous, on essaie de dire non, ne trichez pas. Si vous êtes un pédopsychiatre, que vous avez pour la première fois un enfant, vous m'arrêterez si je me trompe, un enfant qui arrive tout neuf chez vous, pédopsychiatre, et vous avez besoin d'un bilan au même titre que pourrait en avoir besoin un médecin généraliste, on est OK, nous. On est OK. Il est tout neuf, il arrive tout neuf, il a besoin de savoir ce qu'il a, on y va. Mais ceux qui sont passés par 10 000 personnes et qui essaient de passer... Voilà. Après, il y a d'autres problématiques. On a aussi des gens, moi je ne suis pas trop le mouvement là, mais qui sollicitent la PCO pour avoir un financement des frais, qui en même temps font les dossiers MDPH. Enfin voilà, c'est le côté financier. La PCO, ce n'est pas que financier. L'idée, c'est d'aider aussi les gens. Et c'est ça qui est bien. C'est ça, c'est de coordonner, dire arrêtez d'aller voir 50 000 personnes, vous êtes allé voir l'audition, vous avez fait ci, vous avez fait ça, avoir le médecin au bout du téléphone et éviter à l'enfant d'aller faire 50 bornes, 3 heures d'attente au MPEA, pourquoi faire de plus? Pas grand-chose, hein, parce qu'ils n'ont plus des financements de psychomotricité. Moi, je parle pour le MPEA 1, où on avait avant des enfants en hospice de jour qui faisaient de la psychomote, qui faisaient tas de choses. Maintenant, c'est plus possible, ça. Toi, tu es très sensibilisée à ça.
C'est pas le cas de tous les médecins. Enfin, moi, tu le sais, j'ai des familles qui arrivent qui me disent ils n'ont jamais même entendu parler de la PCO. Et c'est problématique aussi. Donc, c'est des familles qui vont à droite et à gauche. Mais les médecins généralistes, maintenant, connaissent de plus en plus le dispositif, les pédiatres aussi. Ceux qui sont ici, forcément, ils sont sensibilisés. Il y a 11 CPTS, on va faire 11 CPTS. Maintenant, ils auront fait les 11. La CPTS, même s'il y en a qui n'ont pas pu venir, nous, on a diffusé l'information. Ça se saura. En fait, on va aller un petit peu plus loin de diffuser l'information. Parce que le médecin généraliste, l'idée c'était vraiment de travailler aussi sur un protocole, une procédure, voilà, d'identifier tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi la mobilisation. Si tu veux. Non, mais c'est vrai que c'est très médico-centré là par rapport à la PCO, mais c'est aussi comment, qui fait quoi, l'interconnaissance avec les ergos, les orthophonistes, les orientations. On parlait du repérage, c'est vrai que c'était un des enjeux qui avait été identifié aussi, comment dans l'éducation nationale, comment tout ce que vous avez dit aussi sur quels sont les points de vigilance orientés vers le médecin. Est-ce que sur le territoire on va avoir des médecins référents aussi? Je dis ça un peu comme une option, mais en effet qui serait plus susceptible de faciliter l'orientation. Alors, c'est beaucoup de questions à poser sur l'adaptation de ça. Moi, je pourrais répondre de mon expérience de 25 ans de territoire à Montguiot. Être médecin référent de ça, c'est sûr que moi, j'ai très tôt, pour plein de raisons, pris cette option du trouble du neurodéveloppement. Mais je ne crois pas que la solution elle soit là. Je crois que la solution, elle soit à ce que tous les médecins puissent le faire. Parce que sinon, on a un médecin qui centralise tout, et c'est pas ça la vie d'un enfant, c'est la vie de sa famille, c'est avec son médecin. C'est le médecin qui reçoit l'inquiétude. Nous, après, on est hyper spécialisé dans le truc et on n'est pas aux proches de la famille, comme l'est le médecin généraliste. Moi, je sais pas, je prends l'exemple du diabète. Quand il y a quelques années, la diabétologie, c'était que les spécialistes faisaient du diabète. Maintenant, les médecins généralistes, ils font du diabète. Peut-être pas de façon aussi poussée que certains endocrinos, mais l'hyperspécialisation, pour quelque chose qui est comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que ça appartient aux lignes 2. La réalité aussi fait que, vraiment, c'est vrai que nous, je suis orthophoniste, et c'est vrai que comme vous disiez, les 9, entre guillemets, par exemple, vers 3 ans et demi, 4 ans, les maîtresses ou les directeurs nous envoient direct. Donc, c'est vrai que les familles nous envoient directement. Donc, nous, on peut sur le territoire dire, non, aller voir le médecin. Effectivement, donc ça va se charger mais également, je pense qu'on a où il faudrait faire entendre la PCO au niveau des directeurs d'école aussi. Parce qu'en fait, là, nous, on a des exemples où, à 3 ans, en petite section, il y a une petite suspicion de TSA, etc. Nous, on va nous appeler, nous, les orthos, ou les ergos. Mais en fait, après, ils envoient direct donc, soit la PMI ou le CAMS, et en fait, résultat, ça biaise tout votre parcours à vous. Et puis ça part. Mais oui, mais ça part, mais résultats, voilà. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, sur le territoire, là, vidéo, envoyer chez le médecin. Le médecin, il va trouver. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, le médecin, il n'a pas le niveau de connaissance de tout ce qui existe sur le territoire. Non. Ah, ce qui existe sur le territoire, tu veux dire. Moi, avec la CPTS, plus ça va, plus on connaît les compétences de chacun et ce que fait toutes les structures. Mais encore, il y a quelques temps, on a fait une réunion avec la PMI. Ça fait 8 ans que je suis ici. Il y a des champs d'action que j'ai découverts que pouvait faire la PMI. Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est de dire que, alors, à travers la CPTS, à travers qui veut participer au projet, y compris la PCO, pour nous, il faut le voir comme une structure d'appui qui peut être sollicitée, mais qui fait partie aussi d'autres structures qui peuvent être sollicitées sur leur territoire, comme la PMI ou d'autres associations ou d'autres structures. Et l'idée, c'était ça quand on parlait de protocole, c'est de savoir effectivement qui on peut solliciter et de faciliter un petit peu le fléchage pour qu'une fois que le patient vous est adressé, il est vraiment adressé pour vous. Et en fait, c'est pas une erreur d'adressage, il aurait pu finalement être adressé par la PMI parce que vous pouvez agir sur telle ou telle chose ou sur notre structure. C'est surtout ça, c'est parce que vous avez beaucoup de demandes
et que l'idée, c'est pas que vous retrouvez la PCO comme le BEA dans Tu as raison, tu as raison, mais c'est ce qui va arriver si on ne fait pas gaffe. Mais il faut essayer de retarder le Ouais, mais le truc, c'est que c'est pour ça que quand on a présenté l'idée, c'est les troubles du neurodéveloppement et que moi je languis que de leur fonction de psychologue, elles fassent quelque chose d'important. On se retrouve. Moi, j'ai fait gaffe aux problématiques somatiques parce que ça aussi, c'est comme les neuros ils sont blindés, on reçoit des choses qui sont aux frontières de la neurologie quand même. Les troubles qui sont, corrigez-moi, psycho-éducatifs. Ouais. Parce qu'effectivement, un enfant, les enfants ils bougent beaucoup jusqu'à 4 ans, c'est un peu connu, c'est pas tout à fait anormal quand même. Hein. On va avoir des adressages pour des enfants qui bougent beaucoup, pour des problématiques plutôt d'éducation. Avec le peu d'informations que tu as sur ces deux dossiers, voilà. Alors moi, des fois, j'ai un peu honte, je me dis, mais là, je suis en train de dégainer, je ne sais pas combien de sous, sous la cagnotte là, pour juste de l'éducatif, alors que notre rôle à nous, c'est du neurodéveloppement et que peut-être il y a un gamin avec un TSA qui n'a rien. Hein, alors le pire des trucs qui me met hors de moi, mais bon, parce que ça c'est quand je suis très brute, c'est quand je reçois HPI au potentiel. Ben non, voilà, ça m'énerve. Bon, elle me calme, tout ça, c'est bien, ça se passe bien. Mais je me dis, mais non, parce que ce moment-là, on va tout y foutre là-dessus. Ceux qui n'ont pas d'éducation, je suis très malheureuse pour eux, mais ce n'est pas de notre ressort quand même. On va y mettre tout, et les gens qu'on trouve du neurodéveloppement, mais ils n'auront plus rien. Je ne parle pas que d'argent, parce que les professionnels, il y en a 150, c'est ça? Bon, on va les épuiser, les pauvres, hein, si on y met tout venant. Donc, tu as raison de dire que tu vas trier. Mais pour bien trier, ça ne va pas être facile, parce que c'est la mode, le trouble du neurodéveloppement, là, et qu'il faudrait bien les connaître. Alors, est-ce que c'est la peine? C'est sûr que la formation, quand on a une formation en trouble du neurodéveloppement ou qu'on connaît bien les troubles du neurodéveloppement, on peut se permettre à des familles qui arrivent de leur dire, écoutez, il n'a pas de TSA, il va bien, laissez-le tranquille. C'est plus difficile quand on n'en a pas la connaissance, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça, c'est peut-être l'affaire à ce moment-là d'avoir eu des professionnels déclenchés par la PCO qui ont pu travailler. La PCO et leur synthèse qui a dit ben non, ça n'a pas trop l'air d'être ça. Nous qui, en situation complexe, avons vu l'enfant, parce que si à un moment donné on se pose des questions, on va le voir, on va dire ouais, c'est bon, il faut y aller. Mais on va essayer de faire ça. Mais c'est sûr qu'on risque, moi j'ai peur, hein, je tremble comme ça, parce que c'est pour ça que je ne m'amuse pas, je refuse des dossiers. Parce que je me dis, si j'accepte tout et n'importe quoi, c'est bon, on est foutu. Donc si vous voyez un jour un dossier refusé, et que vous sentez que c'est un mauvais essai, c'est moi, oui. J'endosse toutes les responsabilités. Le truc et l'idée, c'est de me rappeler, mais tu l'as refusé, mais moi je pense que c'est un autisme. Ok, on revoit. Mais on ne peut pas s'amuser à... Et c'est pour ça, une fois de plus, que plus vous remplissez le dossier, plus vous y mettez ce qu'il faut, plus on va s'en sortir. Que les écoles, il faut qu'elles passent par les médecins de PMI ou les médecins scolaires, qui sont quand même un peu plus de temps. Je n'ai pas dit qu'ils avaient beaucoup de temps, hein. Mais bon, il n'y en a plus. Voilà, mais voilà, qui ont peut-être un poil de temps de plus d'observation. Je dis qu'ils peuvent aller dans les écoles parce que le médecin généraliste, il n'a pas le loisir d'aller à l'école regarder l'enfant. Il y a quand même des psychologues scolaires dans les écoles, un peu encore. Pas beaucoup, un peu. Voilà. Alors, quand tu parlais de réseau, peut-être que tu peux t'appuyer, quand tu n'es pas sûr qu'il faut que tu sollicites la PCO, sur la structure de la crèche, s'il y a le médecin scolaire de la crèche ou le médecin de l'école, qui pourra dire ouais, tu as raison, il faut y aller sur la PCO, si tu veux nous épargner. Oui. Il y a juste un biais quand même. Enfin, pour moi, il faut, en tant que famille, qu'on soit écouté aussi. Parce que moi, là, j'ai une copine, je suis persuadée qu'un de ses jumeaux, il y a un souci. Elle a vu la pédiatre qui fait « Ah, moi, je ne le connais pas assez, hein, donc ok, super, donc on va aller loin, quoi. » Le médecin, c'est un peu la même. L'école qui fait « Ding, ding », réunion « Ding, ding », directrice « Ding, ding », ça ne va pas. Et ma cop, elle commence à l'envoyer à droite, à gauche, parce que personne ne l'écoute, elle est infirmière aussi, personne ne l'écoute. Et bien sûr qu'il y a un problème avec ce gamin. Les médecins, ils ne s'en mouillent pas, et qu'est-ce qu'elle commence à faire? Chercher des professionnels à droite, à gauche et au milieu. Et c'est là où elle va partir, dans le tram. Et oui, mais la pédiatre, elle ne l'écoute pas, elle dit « Moi, je ne connais pas ». Bon, d'accord, super.
Alors ça, c'est la malchance de ne pas taper la bonne porte, ça peut arriver. J'ai un problème avec mon petit-fils, en parlant avec Cédric, j'ai imprimé le dossier, que j'ai soumis le dossier à ma fille, qu'il a montré au médecin traitant, qui a accepté de remplir et qu'il est maintenant intégré dans le programme. J'ai eu peur. Il y a des signes qui étaient pour moi évidents, mais qui ne sont pas pour tout à chacun, parce que quand vous le voyez en consultation, ce n'est pas évident. Alors c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important qu'on a rajouté inquiétude parentale dans le dossier. Parentale, en l'occurrence, c'était grand-parental parce que les parents, pour eux, c'est un premier enfant. Ils ne voyaient pas trop de problème. Parfois, les parents sont dans le déni aussi, donc c'est difficile. C'est difficile. Non, mais bien sûr, mais dans le sens où des fois, il y a effectivement des parents qui sont inquiets, comme votre ami, et puis pas forcément les professionnels. Du coup, quand on voit que le dossier du médecin est plutôt neutre, mais qu'il y a des inquiétudes familiales, on appelle la famille pour avoir des compléments d'infos. Et Caroline peut aussi appeler le médecin pour avoir son avis. Alors, on étudie le dossier, mais ça permet d'avoir davantage d'informations. Puis on a une autre carte aussi, c'est que si jamais vraiment avec la lecture du dossier et puis les éléments, on voit qu'il y a des inquiétudes qu'on n'arrive pas totalement à comprendre, on peut aussi demander juste un bilan d'observation auprès d'un psychologue. Donc du coup, on les envoie chez un des psychologues qui est conventionné, qui a l'habitude de repérer, et puis ils nous font un retour. Voilà, un petit peu comme une consultation un peu plus longue, en prenant un peu plus les éléments d'anamnèse, etc. Et puis avec ces éléments-là, on rediscute. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met plutôt ça, ou finalement est-ce que ça ne relève pas de la plateforme? Pour essayer, voilà, c'est notre carte un peu de joker quand vraiment on n'arrive pas, malgré le fait d'avoir essayé d'avoir des éléments. Les professionnels sont conventionnés avec la PCO, le temps d'attente est réglé? Non, c'est en fonction de leur disponibilité. Après, on n'a quand même pas trop de... Enfin, globalement, les familles arrivent, quand elles appellent, à avoir des rendez-vous. Mais par contre, effectivement, les orthophonistes, c'est plus compliqué. C'est compliqué l'orthophonie. Alors, c'est compliqué l'orthophonie, mais là, une fois de plus, quand les enfants sont adressés chez le médecin, les parents arrivent, docteur, est-ce que vous pouvez me faire une prescription pour un bilan d'orthophonie? Ça, il ne faut pas, parce que... un bilan de quoi? Langage oral, langage écrit, etc., etc. La plupart d'entre nous ne savons pas, au début, quand on est jeune, on ne fait pas la part des choses. Du coup, on prescrit tout et n'importe quoi. On prescrit sur la demande des gens parce qu'il faut aller vite. Si c'est bien fait, ça, peut-être qu'on en réduirait des prescriptions de bilan d'orthophonie. Mais là, en pratique, c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. Tu le fais, tu le donnes comme ça. On a les enfants, enfin les parents, ils viennent, l'enfant, ils nous ont dit, la maîtresse nous a dit que aussi, un bilan orthophonie. Moi, tu dis oui. Je ne fais pas de distinguo quand je fais le prescription de bilan orthophonie, si c'est bilan langage, bilan mathématique, tu fais tout. Machin. Honnêtement, je ne sais pas si mes collègues le font, mais je prends pas le temps en tout cas de discerner. Eh oui, tu n'as pas le temps. Mais tu n'as pas le temps. On les voit, les patients, on les voit. Alors au début, quand ils sont tout petits, oui, c'est tous les mois, et tout. Après, les suivis, c'est 15-20 minutes. Et le nombre de fois où les parents disent ah bah là il est calme, ah bah là il parle pas devant moi, parce qu'alors à côté il parle, alors autant on va avoir des enfants qui vont être hyper à l'aise, qui vont bien passer, et là on sera capable de dire ah oui là il y a quand même un truc dans le langage, un truc dans le machin qui nous alerte. Mais alors des enfants qui, entre guillemets, ont la trouille du médecin et sont comme ça, elles ne parlent pas, elles disent rien, même parfois pour faire des dépistages, c'est compliqué quoi, pour les mettre en confiance. Mais c'est vachement compliqué. C'est super hard quoi, quand en effet ils viennent voir, non mais c'est juste, alors j'aimerais juste un rendez-vous pour un bilan orthophonique, parce que la maîtresse m'a dit que, bah oui, mais alors, donc moi j'essaye comme toi, ouais, voir un peu lequel, voilà. Et oui. Un petit peu d'échanger, de voir. Parce que les orthophonistes, on les a... Après, ce qui serait intéressant peut-être aussi, c'est avec le cadre éducatif, d'avoir un retour peut-être écrit d'une sollicitation éventuellement du corps médical. Parce qu'aujourd'hui, si vous saviez combien de dossiers de non, mais je sais, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, la réalité de chacun en fait. C'est une méthode dans moi, je découvre votre parcours et je trouve que c'est formidable de mettre en place des structures qui facilitent l'accès. Toute cette coordination pour les familles, c'est un parcours périlleux et difficile. Et,
le constat que je fais, avec un petit peu de tristesse, c'est de voir que dans la boucle de vos synthèses, il n'y a pas les enseignants. Et c'est sûr. Vous avez une pratique médicale, un regard expert. Mais c'est pour ça que merci, mais parce que c'est sûr, vous avez raison. On passe nos journées avec eux. Et je peux vous dire que nos élèves, enfin, je vais parler pour moi, je les connais par cœur. Je peux vous avoir au téléphone et vous en parler pendant 1 heure. Je sais des tas de choses. C'est bien, d'ailleurs, on fait confiance et que quand les parents arrivent, la maîtresse nous demande, on le fait. Alors, sachez, pour vous rassurer, jamais je ne demande à un parent tel. Non, mais la maîtresse, des fois, c'est même pas la maîtresse, c'est ça le pire. Le psychologue scolaire qui, en général, dirige. Et si on a des inquiétudes, allez voir votre médecin, discutez-en avec lui et il aura les réponses. Voilà. Mais, en tout cas, il aura des... Vous voyez le niveau de réponse qu'on peut avoir avec oui, mais je le comprends. Alors vous n'avez pas le temps forcément de... Alors si, parce que le temps, on le prend, et que quand on doit remplir des GEVASCO pour les examens, ça nous prend 1h30, nous aussi, le mercredi après-midi, et on n'a pas de financement. De codification de code, 59 c'est clair. Je le regrette, parce que les moments seraient différents, mais évidemment, on a de... Par contre, vous savez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça nous arrive, nous, de temps en temps, sur la PCO, on a un GEVASCO, où on a des fois un petit mot de la maîtresse. Il y a toujours un petit mot de la maîtresse. Non, mais qui nous arrive à nous sur la PCO, et ça nous aide bien. Voilà. Moi, j'ai des médecins, des psychologues, des psychiatres qui nous téléphonent, et on a des échanges formidables. Rares le font, mais quand on le fait, c'est... Se créer les familles... Et pourquoi vous ne demandez pas automatiquement le GEVASCO du coup? Parce qu'il n'y a pas forcément de dossier MDPH pour les enfants. Parce que moi, je les ai vus, les dossiers PCO là en question. Franchement, comment vous faites pour savoir c'est juste des coches sur très très peu d'enseignants. Oui, la lettre. Par contre, pour les écoles, c'est vrai que c'est sympa quand des fois on a un petit mot de la maîtresse qui nous explique comment ça se passe. Hein. Bien sûr que c'est sympa. Et peut-être, alors moi je demandais, dans mon installation libérale, souvent je demandais, quand les parents venaient me dire oui, gna 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 gna, je dis, demandez à la maîtresse de m'écrire un petit mot. J'en ai très peu eu, des petits mots. J'en ai très peu eu. Nous, au NPEA, on l'a tout le temps. Et on les a souvent au téléphone aussi. Tout le temps. Et on les a tout le temps au téléphone. De tous les patients. Il faut pouvoir midi et 2 le matin à 8h, téléphoner tout le temps. Mais par exemple, en activité libérale, médicale, c'est compliqué entre deux patients d'essayer d'avoir la maîtresse qui, elle, l'apport est à l'arrêt. Voilà, le problème, c'est le manque de temps de chacun d'entre nous. Il faut savoir que nous, les coups de fil, on les passe entre midi et 2 ou le soir. C'est ça. Ah bah pareil. C'est impossible. Donc, je ne sais pas là. Par rapport au secret médical, j'ai toujours géré. Tu as raison. On n'a pas le droit parce que. Et c'est pour ça. Tout ça, on sait que... On le sait. On connaît cette barrière-là. Ah, c'est une grosse barrière. Et on en souffre énormément. C'est une grosse barrière parce que pour nous, après... Et on nous sollicite, en fait, on nous demande des informations, on n'a pas de protocole, sauf si la famille parce qu'on leur fait remplir des tas de papiers, un PEA, nous aussi. On doit mettre en place 6 heures par jour un enseignement adapté. Le truc avec toutes les questions sur... Si, quand même. On a un positionnement qui est très difficile. On met en place des... Quand ils sont bien remplis, secret médical. Pas de passer par la famille. La famille, après, il transmet des informations. Et ouais, on n'a pas le choix, nous. Hein. Peut-être qu'un jour, cela changera. Mais vous savez, moi, j'ai connu les équipes éducatives où la famille n'avait pas le droit de rentrer. C'est-à-dire qu'il y avait le corps enseignant, il y avait l'orthophoniste, enfin, je ne sais plus qui il y avait. La famille attendait dans le couloir de savoir ce qui s'était dit pour leur enfant. Ça, j'avais connu, hein, c'est pas si vieux que ça. Et des fois, je me pose la question, même nous, quand on fait des synthèses, si un jour, on n'aura pas la famille qui exigera d'être présente à la synthèse.
Moi, j'ai connu des équipes éducatives où la famille, c'était comme ça. C'est un droit qui n'est pas si vieux que ça. Je sais pas, ça a peut-être 15 ans. Et ils attendaient dans le couloir que tout le monde est bien déblaté. Alors, vous voyez, c'est toujours pareil. On voit chacun le truc à notre porte. Mais vous disiez que les familles n'étaient pas entendues. Mais tout le monde n'est pas entendu. Donc, la PCO essaie de coordonner tout ce monde-là. Donc, on passe beaucoup de temps à appeler les uns, les autres, pour voir... Et de concilier, parce que d'arranger la sauce aussi, hein, entre tous ces gens-là qui se braquent parce que tout le monde est fatigué, énervé, inquiet. C'est une coordination en essayant de récupérer les sauces. Voilà. Parce que des fois aussi, le fait de la prof qui dit non, mais il y a un petit truc, le médecin qui dit allez, vas-y, va faire ton bilan, et l'orthophoniste qui pose une question aléatoire au bout de la deuxième fois et qui fait mais elle a vu un ophtalmo, 2, il fait 3e, ce sera pas mal orthopiste, et puis ça se récupère un an et demi de juste ça, parce que le 3e, il a vu qu'en fait, il ne voyait rien en profondeur, et bon, voilà, on a récupéré, merci docteur, qui finalement est allé chercher beaucoup plus loin que l'orthophoniste. Mais la base du truc, c'est ça. Moi, si je pouvais, j'interdirais toute entrée sur la PCO pour tous les enfants qui n'ont pas un bilan ophtalmo ou ORL. Je suis obligée de me... Oui, bon, ouais. Mais moi, j'en vois qui n'y ont pas, alors maintenant moins. Mais ça arrive, ça arrive. Et on leur fait passer des tests. C'est toi qui me disais une fois, j'ai découvert ça. Il y a des tests avec des couleurs, vous savez. Ils peuvent échouer s'ils sont daltoniens. Donc, ils ont une mauvaise note au test. Et du coup, ils sont je ne sais pas quoi. Alors, tout simplement, ils sont daltoniens. Enfin, c'est des trucs de base. Après, vous portez une étiquette, là, maison du handicap, je ne sais pas quoi, alors que tu ne vois pas la couleur. C'est aussi bête. Si un bilan ergo ou psychomote a déjà été fait et que la famille va voir le médecin, est-ce qu'il a le droit d'envoyer vers la PCO s'il n'y a qu'un bilan qui a été fait Oui, juste qu'on ne le financera pas parce que ça aurait été en amont de la plateforme. C'est ça, presque neuf. S'il a été juste sur du libéral et qu'il y a des éléments, on prend et on attend d'avoir le bilan effectivement pour s'il y a besoin d'accompagnement, de financement, du suivi, on peut le faire. Et la somme, elle est versée en une seule fois? Non. Non. Okay. Toutes les 5 séances. Et si à un moment donné, dans le parcours, il y a la MDPH qui arrive, du coup, nous, on arrête le financement de la PCO. Moi, j'ai une autre question, parce que je pense que vous n'aurez pas la réponse, mais je vais la poser quand même. Oxytadis, c'est en suspens. Voilà. À quand la PCO pour on sait pas. Plus de 7 ans? L'appel d'offres, il n'est pas sorti encore. Donc, on ne sait pas si c'est... On ne sait pas. Là, il y a des réunions avec Oxytadis et l'ARS là, pour statuer sur la fin. Voilà, donc... Est-ce qu'ils vont prendre le relais? Est-ce qu'il va y avoir un appel d'offres PCO 7-12? Est-ce que... Je ne sais pas. Et donc, en attendant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, comme avant. Comme avant. Du coup. Ouais. La croix et la bannière pour la coordination, sauf si le médecin traitant l'a fait. Et puis la croix et la bannière financièrement, c'est pour payer la psychomotricité ou voilà, c'est la création de dossiers MDPH, peut-être certains inutiles, d'autres pas. Déménager. Pour aller sur une zone où il y a les 7-12 ans. Ah oui. Probablement que ça sera soit si c'est Oxytadis qui prend la suite et du coup ils pourront prendre la suite, soit il y aura l'appel d'offres qui va ouvrir. Je ne pense pas qu'ils vont laisser trop longtemps sans possibilité pour les 7-12. Surtout avec le nombre de familles engagées dans le parcours. Ça marche. Le bilan était positif, non, d'Oxytadis? Ça marche? Le bilan était positif sur le dispositif Oxytadis? Non? Alors nous, on ne connaît pas leur financement, on ne connaît pas leur finance. Moi, j'ai adhéré, hein, j'ai vu des affaires. Alors, les réunions pluridisciplinaires d'Oxytadis, elles étaient plus compliquées quand même, parce que nous, on a réellement des réunions de synthèse quand même, hein, où on est là, nous, ça c'est sûr. Il y a les professionnels qui sont souvent connectés. On a pas mal de médecins qui se connectent.
elle est là, la réunion de concertation, la fameuse RCP de Occitadis, où on discute tous ensemble de ce qu'on pourrait faire au mieux pour l'enfant. Sur Occitadis, ça a été ça qui pêchait, de mon avis. Mais c'est surtout, enfin, le bilan il est sûrement positif, mais c'est surtout qu'il y a eu les 2 dispositifs qui ont été créés en même temps. Et dans les autres départements, la question elle ne s'est pas posée, il n'y avait pas Occitadis. Donc ils ont fait très rapidement l'extension à 7-12. Sauf que sur notre territoire, c'était compliqué de mettre du 7-12 avec le dispositif Occitadis. Donc là, maintenant, les instances, elles doivent se débrouiller aussi avec une structure qui fonctionnait bien, qui avait engagé aussi pas mal de contractualisation avec des libéraux. Je me dis que ce n'est pas impossible qu'ils leur donnent l'appel d'offres 7-12. Après, il faut qu'ils étendent, puisque Occitadis, il n'y avait pas la déficience et le TSA. Donc là, maintenant, il va falloir ouvrir. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il va y avoir un appel à projet auquel, là, il va falloir répondre. Donc ça va mettre plus de temps. Donc, je ne sais pas. Il y avait un dispositif. Mais par contre, pardon, Caroline, pour ceux qui sont engagés, de ce que j'ai compris, les enfants, ça continue, hein, c'est pour les nouveaux. Pour les nouveaux. Mais effectivement, le risque, c'est que ces enfants, les nouveaux 7-12 qui ne sont pas dans Occitadis, rebasculent sur les services de pédopsie qui sont déjà engorgés. Et là, la remarque des collègues qui sont au tri de dossiers, c'est pas très joli ce mot, mais en tous les cas, à l'étude des dossiers de pédopsie, nous disait que depuis la mise en place de ces dispositifs, à l'hôpital, il y a toujours autant de demandes, mais c'est de demandes plus simples que celles qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire que l'enfant avec un TDC ou un TDAH pas trop compliqué, il est géré par la PCO ou Occitadis en libéral avec la coordination par vous et il ne va plus à l'hôpital. Donc là, à l'hôpital, on a des situations bien costauds. Mais il n'est pas impossible qu'on revoie arriver les enfants 7-12 puisque... Ce qui est l'objectif de l'hôpital, c'est de garder les situations les plus complexes quand même. Hein, c'est ça qui est bien. Il y avait le dispositif cocon aussi, c'est par la personne, non? C'est pour les prémas. Pour les prémas, c'est un peu le même système, mais pour les prémas. Donc il y a eu tout ça en même temps, ça a bien mélangé l'esprit de beaucoup de monde. Je voudrais revenir sur l'histoire des références. Moi j'accompagne les enfants sur tout ce qui est série extrascolaire. Et ça va arriver, on va dire, j'ai une dizaine de familles par an à qui je dois dire, voilà, il y a quelque chose qui m'interroge, ça serait bien de le poser. Sauf que, une fois que j'ai dit ça, c'est maintenant, voilà, je vous ai balancé ça, vous inquiétez, vous débrouillez. Et j'ai personne à qui partager ça dans le sens où je vais appeler un médecin, lui expliquer, voilà, je t'oriente cette famille, il y a ça, il y a tous ces éléments-là qui m'interrogent, qui m'inquiètent, je t'oriente cette famille. Et de pouvoir dire à la famille, voilà, il y a quelque chose qui m'interroge, je vous oriente vers ce professionnel à qui, si vous souhaitez, je peux partager ces inquiétudes, faire ces interrogations. Déjà, ne serait-ce que pour la famille, ça va faciliter aussi cet accès et cette entrée. Je ne comprends pas votre question, moi. Vous ne savez pas à qui le partager. Voilà, c'est de comment est-ce que moi, en tant que professionnel de terrain, je peux faire lien jusqu'au médecin. Jusqu'au médecin. Pourquoi vous appelez pas le médecin traitant de l'enfant? Moi, je pense qu'il faut passer par lui, même s'il n'est pas compétent, peut-être justement lui dire, ben, vous savez, il y a ça qui existe, même s'il n'était pas là, et lui donner un peu l'information. Qui ne font pas forcément. Mais ça dépend de quelle information. Si elle a un petit trait médical, je ne sais pas, s'il n'entend pas bien, il ne voit pas bien. On va dire que j'accueille une soixantaine d'enfants, 80% c'est du TND. Ouais. J'ai 10% qui ne sont pas encore diagnostiqués, qui sont généralement dans la clinique. Essayez de nous donner un exemple de ce questionnement. Parce que si c'est un questionnement qui a trait à la santé, il est évident qu'il faut que vous passiez par le médecin traitant de l'enfant. C'est dû à la plupart du temps, on va dire que c'est à la suite, c'est un diagnostic de TDAH. Bon, mais quel est le souci? Dans quel cadre vous les accompagnez? Sur du centre de loisirs, du périscolaire, des cantines. Être un psychologue, ça dépend de la problématique que vous avez, si c'est une problématique que vous sentez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est sur la collectivité, où il n'y a pas de relations sociales, où il n'y a aucun respect des règles, fait de la mise en danger de l'enfant, des autres, du coup, de par son comportement.
C'est juste que ce lien-là, il est compliqué à mettre en place. Moi, ça me gêne de laisser les familles, voilà, en disant ça, et maintenant débrouillez-vous, allez voir le professionnel du médical et faites avec ça. Si vous avez une suspicion de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, vous l'envoyez chez le médecin qui, lui, fera son cheminement vers le diagnostic. Vous n'allez pas pouvoir avoir plus de marge de manœuvre que d'en parler déjà à la famille. Si déjà vous le faites, c'est déjà très bien de l'évoquer et de dire que bah, vous aussi, est-ce que eux ils sont inquiets, et de les rediriger vers leur médecin, voire de vous peut-être faire une note aussi au médecin, un petit écrit de description de ce que vous avez observé, et du coup ça permettra qu'ils aient un appui aussi si eux n'ont pas vu les mêmes choses que vous, et d'avoir des observations d'un enfant en collectivité, c'est hyper important pour tous les professionnels qui vont pouvoir ensuite réfléchir aux hypothèses diagnostiques. Donc, mais après, vous n'allez pas pouvoir aller vous directement, enfin, c'est à la famille quand même de faire la démarche, d'aller interroger leurs inquiétudes. Ouais. Est-ce que c'est gênant si on accompagne le parent chez le médecin? Parce qu'il y a des médecins qui l'acceptent et il y a des médecins qui ne l'acceptent pas. Et nous, il n'y a pas de diagnostic, mais on sent que la famille, il y a un truc qui ne va pas. Honnêtement, on les sent bien maintenant. En tout cas, tout ce qui était ça. Et le problème, c'est que certains médecins, ils tiquent à l'idée d'avoir une personne tierce qui accompagne le parent parce que le parent n'est pas capable d'aller voir le médecin. Donc, au même titre que le parent n'est pas capable d'aller voir l'infirmière, le parent n'est pas capable d'aller voir l'ergothérapeute seul parce qu'il y a un blocage. Si on a l'autorisation du patient. Si on a l'autorisation du patient lui-même, il faut lui poser la question. Parce qu'en général, pour certains médecins, on n'a pas le problème, mais pour d'autres, c'est compliqué. C'est l'acceptation des aidants, ça. C'est l'acceptation d'une personne tierce. C'est les aidants, c'est les aidants. On n'est pas aidant, enfin, mais non, c'est pas un aidant, là. Et c'est l'aidant de qui? Vous voulez accompagner le parent pour qu'il se fasse diagnostiquer ou le parent? Non, on veut accompagner le parent ou carrément accompagner l'enfant. Parce que on a un blocage au niveau de la famille. Vous êtes éducateur SP? Moi, j'ai travaillé à Handiconsult à Montpellier. J'avais régulièrement des éducateurs SP qui venaient avec les parents m'amener des enfants parce que le parent était tout à fait OK pour que l'éducateur SP vienne avec. Il n'y avait pas de souci. Hein. Pour nous, il n'y avait aucun souci. Il suffisait juste qu'on... Enfin, bon, ils arrivaient dans la mesure où l'éduc SP arrive avec le parent, c'est que le parent a donné son autorisation. Ça ne nous pose aucun problème dans n'importe quelle structure et à aucun médecin. Du moment que le parent est d'accord que vous veniez. Bah, apparemment, pas pour tous. Ah ben s'ils ne sont pas d'accord, vous ne pouvez pas, c'est sûr. Regarde sa mimique non faciale. Ouais. Je décode. Pas pour tous, mais ça, c'est toujours le problème de la vie, quoi. C'est ça. Voilà. Mais sinon, moi, j'en ai vu plein des DUXP et au contraire, c'était bien pour les familles parce que, ouais, ça faisait ouf aux familles, quoi, un peu. Et puis même pour nous, d'avoir le retour de l'éduc. Ouais. Mais ça, l'autorisation des parents, quoi. Il manque qu'ils ont l'autorisation des parents. Voilà, en plus, il vient avec les parents, ça. Lesquels TND? Les quoi? Autisme. Là, par exemple, je cherche désespérément un dermato pour quelqu'un. Non, il n'y a pas. Alors, vous êtes coincé, oui et non. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas la soirée de ce soir. Il faut en faire une autre soir. On peut refaire une soirée, tous les deux, si vous voulez. Non, mais il m'intéresse beaucoup. Ce n'est pas mon rôle sur la PCO, mais moi, j'ai travaillé dans l'accès aux soins somatiques pour les enfants autistes.
Oui. Donc, je connais bien le sujet. Voilà. Alors, HandiConsult, ça marche très bien. Ils n'ont pas de dermato. HandiConsult, ils ont le dentiste, ils ont l'ophtalmo, ils ont l'ORL, ils ont un médecin généraliste qui voit des enfants et des adultes. Ils ont un équipement avec de quoi endormir un peu les enfants, l'Antonox. Et puis ils ont aussi un anesthésiste qui fait de l'anesthésie pour certains soins sans intubation, l'anesthésie rapide. Ça va loin. Le soin, on peut aller faire un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme, on peut faire plein de choses. Le dermato, vous ne l'aurez pas. L'idée de HandiConsult, c'est d'avoir des dermato-collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils vont, pendant que l'enfant est un peu sédaté, prendre une photo et pouvoir l'envoyer au dermato qui dira « bon, ça c'est rien, ça tu me l'endors, il faut biopsier ». Mais, problématique, c'est juste la vacation d'avoir un dermato, un gastro, etc. Donc, c'est des conventions qu'ils ont créées avec l'hôpital pour certaines, c'est-à-dire qu'il y a des hospitalisations de jour, où là, on arrive à cumuler le même jour la fibro, la gastro, la ponction de ci, la ponction de mi. C'est des conventions et c'est l'hôpital qui répond le plus à ce jour. Les cliniques privées, ils sont encore un peu hésitants. Mais c'est HandiConsult, vous n'aurez pas mieux qu'HandiConsult. Ou alors, sinon, c'est un dermato sympathique, qui n'a pas 12 mois de délai, que vous allez prévenir dans ce qu'on appelle l'accès aux soins. Il faut le prévenir avant. En première, il a une consultation à 14 heures, sans qu'il y ait eu personne dans la file d'attente, avec les dents, en ayant l'outil qui va réconforter la personne qui va aller à la consultation, tout ce que vous savez par cœur. Mais c'est juste avoir une alliance avec cette personne-là. Mais il ne peut pas y avoir d'annuaire de ça. Possible. Parce que d'abord, on n'a pas le droit. Maladie rare a créé un annuaire de professionnels qui sont un peu plus habilités que d'autres à recevoir les personnes avec autisme, les personnes avec déficience intellectuelle, etc. Mais c'est de l'aménagement de la consultation. Et quand il faut en arriver à la sédation, c'est HandiConsult. Et quand il faut arriver à la sédation 2, c'est importante, c'est un partenariat hospitalier, une hospitalisation de jour où tout est recentré. Vous n'avez pas d'annuaire, il ne peut pas y en avoir. Ce sont des consultations, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des consultations revalorisées. Moi j'en faisais, j'en fais encore. C'est des consultations qui peuvent prendre plus d'1 heure. Mais vous pouvez avoir aussi le principe de la consultation blanche, vous le recevez, en 5 minutes on vous a tout cassé, rien dit, il s'en va. Et vous faites ça 10-15 fois, c'est l'habituation au souhait. Et la 6e fois, l'enfant il va s'asseoir et il va vous tenir l'otoscope et c'est bon. Mais tout ça c'est HandiConsult. Franchement c'est HandiConsult. C'est vraiment les meilleurs. Oui, mais c'est avec. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Parce qu'ils ont quand même aussi des outils comme l'anesthésie. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Hein. Les prises de sang, on les faisait sous nos pas. On fait des prises de sang. On utilise beaucoup la mélatonine aussi. Mais la dermato, c'est des biopsies. D'ailleurs, nous, pour avoir un rendez-vous chez un dermato, c'est compliqué. Hein. C'est des partenariats de bonne volonté. Il n'y a pas de solution. Et ça fait 10 ans qu'on est sur le coup, 15 ans. Il y a un super congrès qui est la SOFCOP. SOFCOP, je ne sais pas si vous connaissez, il faut y aller, il est à Montpellier cette année. Il parle de l'accès aux soins pour toutes les personnes handicapées. C'est à Montpellier, c'est la SOFCOP. Je prononce peut-être mal, S-E-O-H-F. Il y a HandiConsult, il y a tous les partenaires. Il y a des très belles choses faites par HandiConnect, Coactis Santé, c'est Paris. Ils ont développé tout ce qui est le soin. Alors, il y a des fiches intéressantes pour tous les médecins généralistes sur HandiConnect, Coactis Santé, où vous trouvez comment examiner un enfant cassique, amique à l'autre, etc. Et l'autre volet, c'est sur vos téléphones portables, tout ce qui est la consultation expliquée avec des pictogrammes pour les déficients, les TSA, pour les enfants qui ont peur. Et il y a tout, la radio, le dermato, tout. C'est Coactis Santé, déployé en Santé BD, disponible au CRA, à l'hôpital de Montpellier aussi. Voilà. Mais la SOFCOP, le congrès est en juin, il est à Montpellier cette année, mais c'est là où vous aurez toutes vos réponses possibles et inimaginables. Ouvert à tout le monde, aux familles. Voilà, et la place de l'aidant dans la consultation, Et de l'éducateur spécialisé qu'il faut développer de plus en plus pour aider les familles à aller à ces consultes. Mais ça, c'est déjà du handicap.
Voilà. Mais la PCO travaille avec HandiConsult, puisqu'on a des enfants pour lesquels avoir un bilan auditif est impossible. Et HandiConsult nous fait les bilans audio sous mélatonine. Et ils font des soins dentaires, c'est exceptionnel, il faut aller les voir faire. Pour ceux qui sont soignants, qui ont droit d'accès à HandiConsult. Moi, j'ai vu des enfants autistes soignés de caries. Les premières fois que je les ai vus, ils ne rentraient même pas dans la salle et après ils se faisaient soigner avec grand bonheur. C'est l'habituation aux soins. Monsieur Galinier. Eh oui, ça a été un pionnier, Monsieur Galinier. Ouais. Monsieur Galinier était pionnier de ça, mais il ne le savait pas. C'est dommage. Il serait ravi, hein. Monsieur Galinier est décédé. Monsieur Galinier est décédé. Monsieur Galinier a créé ce centre que dont vous parlez, à 2 ou 3 mètres de Propara qui accueille HandiConsult. Vous voyez, comme quelque part, c'est un hommage de ce qu'il a pu faire. Hein. Ouais, ouais. Bon, en fait, ça, c'est autre chose. Hein. Du coup, il est 10h15. Oula, faut aller au lit. On arrête là. De toute façon, il y a encore un peu le buffet si vous voulez rester. Du coup, nous, on a noté un petit peu justement quels étaient les questionnements, la question de la diffusion aussi des informations. Je pense qu'il y a quand même l'interconnaissance et puis il y a aussi la question un peu peut-être des formations. On se posait la question parce qu'Occitadis faisait de la formation professionnelle. Aujourd'hui, bah voilà, s'il y a des médecins, s'il y a d'autres professionnels qui veulent se former spécifiquement là-dessus, qu'est-ce qu'il existe comme outil peut-être est-ce que c'est voilà, Là, pour l'instant, ce qui existe, c'est dans le service dans lequel on travaille, donc le MPEA, il y a eu des DU qui ont été développés sur les TND, et notamment un en visio qui permet, en e-learning, qui permet de suivre un peu à son rythme la totalité des TND, à la fois dans les outils de dépistage, de repérage et de diagnostic. Ça, c'est pour la première année. Et l'année de perfectionnement, elle est en cours de préparation et elle va concerner plutôt les prises en charge et les accompagnements. Et après, via le CRA, le CEAND et le MPEA, ils sont en train de réfléchir à des formations courtes, du coup, parce que le DU, c'est quand même conséquent et ça prend du temps. Et donc, des formules plus courtes sur un TND. Voilà, donc ça va bientôt aussi se mettre en place. C'est ouvert aux assistantes médicales, ça, ou pas? Podcasts. Pardon? Pour les médecins. Pour les assistantes médicales, c'est ouvert, ça? Des formations? Je pense, enfin, en tous les cas, il faut faire la demande et puis peut-être la motiver si ce n'est pas spécifié dans les... Ah, moi, je crois, puisque nous, on a eu dans l'équipe, là, on a l'orthophoniste, on a eu une signal. Oui, non, tu peux. Tu peux. Puis, la formation implicite aussi, hein. Quand on est aux synthèses... on a la chance de les avoir, elles nous lisent les bilans très facilement, nous expliquent, on apprend, hein, c'est une formation implicite qui est sympa. En un quart d'heure. Un quart d'heure. 10 minutes. 10 minutes. Celle-là, elle est bien d'Auvergne. Non, d'Aveyron. Pour clôturer, quelque chose que vous aimeriez, voilà, s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on retienne de ce soir, qu'est-ce que ce serait Qu'on a besoin de vous. Qu'on a besoin de vous et qu'il faut qu'on améliore notre partenariat hôpital-ville parce que vu la difficulté du système de soins, il faut qu'on s'adapte les uns aux autres. Voilà. Et nous, on améliore le partenariat aussi entre nous en ville, justement ce qu'on disait avec les structures scolaires et les médecins. Voilà, tous ensemble, pas les médecins d'un côté. Bon, il y a des moments où on se comprend mieux parce qu'on a appris le même langage. Moi, des fois, je comprends rien à ce qu'elle me raconte. Mais à un moment donné, il faut essayer de se comprendre. Que ce soit la ville, l'hôpital, l'école, nous, les difficultés de chacun, pour le bien-être de ces petits patients, et les trimballer le moins possible de partout. Il faut arrêter d'envoyer les gamins à droite, à gauche, dans tous les sens. Ils vivent plus, ces petits. Un peu autre chose. Ne demandez pas trop de bilan psychomote, bilan machin. De temps en temps, il faut savoir rien faire sur un trouble du neurodéveloppement. Il faut le laisser. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Il y a des moments, ne culpabilisez pas parce qu'il n'a pas la psycho, l'ergo, le bidule et le machin. Il y a des moments, il faut qu'il grandisse comme un enfant, qu'il aille jouer et taper dans un ballon, même s'il se rate. Ce n'est pas une urgence. Il y a des urgences entre guillemets, mais arrêtons de faire de l'urgence, c'est du développement. Cool un peu.
cool. Pas à peine d'avoir 50 000 prises en charge, de voir le gamin le soir rentrer avec des cernes comme ça, épuisé, parce qu'il a vu 10 psychomotres, 50 ergothérapeutes et je ne sais qui. Ça ne sert à rien, ça. C'est se donner bonne conscience. Et après c'est vrai que là, on en parle aussi avec les familles dans le cadre de la CTG. On parle aussi beaucoup de culpabilité, les familles qui culpabilisent et les familles qui essayer de trouver des solutions. Je pense que c'est... Il ne faut pas culpabiliser les familles. Et en effet, voilà, relâcher un peu la pression aussi sur les familles et sur les enseignants aussi. Je pense qu'il y a un moment où des fois il y a beaucoup aussi de pression à tous les niveaux. Je trouve que c'est tout. Oui. S'il a 6 sur 10, 5 sur 10, 4 sur 10, bon, quand même, on ne prend pas tous des présidents de la République et puis c'est tout. Hein. Non mais, à un moment donné, moi, de mon recul, je pense qu'il y a des gamins... Imaginez-vous les mômes qu'on voit dans les cabinets qui sont là. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il a dit ça. Ils sont comme ça, ces petits. Vous les voyez heureux, vous, les enfants, comme ça? Il faut arrêter de vouloir tous les mettre sur le banc de la fac avec une AVS. Bon, c'est très exagéré ce que je vous dis, mais c'est pour aussi déculpabiliser le truc. Faut arrêter de vous... Moi, je vois des dossiers arriver, il est sur la PCO parce qu'il faut qu'il réussisse à l'école. Il a 3 ans. Il a 3 ans. Mais laissez-le grandir un peu. Après, on verra. On stresse la maîtresse, on stresse la grand-mère, on stresse tout le monde. Et on voit pas la fin... On les voit plus grandir, ces petits. Ils grandissent plus, les enfants. Il y a un truc qui ne va pas, là, dans notre histoire. Voilà, trouble du neurodéveloppement. Et en plus, il y a des périodes, ils sont très autistes, d'autres, ils le sont moins, c'est à partir au développement. Ils sautent partout jusqu'à 4 ans, ben, des fois, laissons-les un peu sauter partout. Voilà, on module, hein, des fois. On module. Là, on la laisse s'emballer, mais... Mais oui, mais il faut que je m'emballe un peu, parce que je pense qu'il y a des moments donnés, on s'emballe dans l'autre sens. Hein, on a un peu d'excès, et ne mettrons pas la pression là. N'oublions pas qu'il y a quand même des malades et des choses gravissimes à faire passer aussi en priorité, et qu'on puisse soigner tous les enfants de maladies graves. Voilà.